Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est réunis pour faire le débrief du Grand Prix de Macao. Pas que, aussi pour faire la preview du week-end, puisqu'on a potentiellement un autre titre qui va se jouer. Enfin, on a un autre titre qui va se jouer, mais potentiellement avec une nouvelle Française championne. Puisque le week-end dernier, c'est bien simple, on a eu deux champions du monde supplémentaires, français en plus. Alors, champion du monde, c'est une appellation un peu particulière. Le terme plus approprié serait vainqueur de la Coupe du Monde, mais bon, on va pas chipoter. Nous avons deux Français champions du monde. L'un est champion du monde de Formule 4, monsieur Jules Roussel dans les rues de Macao. Il a remporté la première Coupe du Monde de l'histoire de la Formule 4. Et puis, il y a eu la Coupe du Monde de Formule régionale, qu'on connaît plus communément sous le nom de Grand Prix de Macao, qui a été remporté par un Français, Théo Finael, pour la première fois depuis 21 ans. Salut Gaël, salut à toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Euh, donc évidemment, on va reparler de ce week-end, on va reparler de l'actualité de la semaine, puisqu'il y a quand même pas mal de petites annonces, notamment, alors évidemment on va parler de F1 Academy, puisque c'est la finale qui a lieu ce week-end, mais il y a aussi d'autres pilotes féminines qui ont fait un autre choix, celui de ne pas aller en F1 Academy l'an prochain, avec le soutien de certains constructeurs notamment, donc c'est assez intéressant. Et écoutez, bah, sans plus tarder, on va passer avec le petit diapo que j'ai préparé. Attendez. Attendez, oui, attendez, ça n'apparaît pas exactement. Alors, bon, petit, voilà, hein. Vous en faites pas, il y a un diapo qui est prêt, ça va venir. Voici, Grand Prix de Macao, ciel bleu, grand ciel bleu à Macao. Vraiment pour la première fois, c'est la première fois que j'ai vu une victoire française à Macao. Voilà, alors j'avais 4 ans lors de la dernière victoire française à Macao, c'était avec Alexandre Préma, mais je ne regardais pas vraiment les formules de promotion à cette époque-là, évidemment. Mais voilà, pour moi, le Grand Prix de Macao, ça a toujours été quelque chose d'un petit peu inaccessible. Ça a toujours été le truc mythique à l'autre bout du monde, etc. Et voilà, ça a toujours été pour les autres, ça a toujours été pour Luke Browning, ça a toujours été pour Dan Ticktum, Antonio Félix da Costa, alors que on a eu des sacrées générations de pilotes, on a eu Esteban Ocon qui l'a fait, on a eu même Romain Grosjean avant, on a eu plein de pilotes, Isaac Hadjar l'a fait récemment, l'année où Luke Browning a été champion justement. Mais voilà, là, on était là pour suivre cette première victoire française en 21 ans au Grand Prix de Macao. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis surtout, voilà, double triomphe avec la victoire de Jules Roussel quelques heures auparavant. Donc voilà, on va refaire la preview de la F1 Academy et l'actualité de la semaine. Pour commencer l'actualité de la semaine, on va commencer par des choses qu'on va expédier quand même. Hop là, qu'on va expédier assez rapidement, et c'est notamment par exemple la F4 saoudienne. C'est un championnat, voilà, toujours très atypique, on va dire, mais qui retient notre attention parce qu'il y a plusieurs pilotes potentiellement très intéressants de nos amis belges et suisses qui sont là-bas en F4 saoudienne. F4 saoudienne, c'est un petit peu comme la F4 française, toutes les voitures sont préparées par la même équipe, en l'occurrence Hightech. Les Français, oui, les Français ont bien performé à Macao, oui. En F4 saoudienne, il n'y en a pas par contre, mais pour les promesses qu'on a là-bas, pour les pilotes qui font que je suis un petit peu de loin ce championnat, malheureusement ça ne performe pas autant qu'on le voudrait. Thibaut Raymakers a fait 8 courses, on a déjà fait quasiment la totalité du championnat, il ne reste plus qu'une manche en F4 saoudienne. Thibaut Raymakers n'a toujours pas un seul podium. Thibaut Raymakers, si vous ne le connaissez pas, c'est un champion du monde de kart en titre. Donc gros espoir, gros talent, mais pour l'instant en monoplace, en tout cas avec Hightech, avec ce championnat-là. On rappelle, c'est un championnat un petit peu particulier aussi, c'est setup fixe pour tout le monde. Donc peut-être que voilà, le setup ne lui convient absolument pas, alors qu'il convient plus à d'autres pilotes qui ont un palmarès beaucoup moins impressionnant en karting, comme Kit Belowski, Lewis Wherrell. Bon, par contre, lui, il avait des très bons résultats en karting, donc c'est moins surprenant. Kit Belowski il sort un petit peu de nulle part, il fait pas mal de sim racing à côté. Mais voilà, c'est ces deux pilotes-là qui se sont distingués la semaine dernière. Et on a aussi une autre pilote engagée, la pilote suissesse, donc pilote féminine Chiara Bettig. Ah, pour elle, c'est encore un petit peu plus compliqué, mais voilà, elle est autour de cette sixième place, et il y a un plafond de verre en fait, à la fois pour Ramakers, à la fois pour Bettig.
Et voilà, Chiara Bettig, pilote extrêmement talentueuse. On l'a vu cette année en karting où elle a fait la pole position justement en championnat d'Europe de karting face aux tout meilleurs et elle se battait pour la victoire. Et bah, voilà, depuis elle peine un petit peu quand même à confirmer, mais on va rebondir, on va passer directement au dernier point. Justement, Chiara Bettig a été annoncée chez Hightech en F4 britannique, donc c'est une jeune pilote Red Bull qui a rejoint le Red Bull Junior Team en fin d'année, en toute fin d'année là récemment. Chiara Bettig, 15e du championnat d'Europe de karting, après ce week-end voilà, exceptionnel. Mais dans les week-ends suivants, dans les manches suivantes, elle était plus tellement dans le coup. Et donc là, voilà, là elle va rejoindre Hightech en F4 britannique, c'est très bien. Maintenant, quelle est la suite? Comment ça va se passer? Elle rejoint un top team. Elle sera d'ailleurs accompagnée de Scott Lindblom, un pilote suédois du Red Bull Junior Team qui roule aussi en F4 saoudienne et qui lui a déjà remporté une course au moins et qui est actuellement troisième du championnat si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, pour le moment, voilà, il faut tempérer les ardeurs. Chiara Bettig est probablement l'une des espoirs féminins les plus intéressantes en ce moment, mais voilà, les débuts en monoplace sont pas forcément évidents. Du côté des F4 atypiques, à l'autre bout du monde, on avait aussi la F4 indienne. Notre Français de 19 ans, Sachel Rocher, a encore remporté une course et il est remonté à la deuxième place au championnat. Mais le leader du championnat, Shane Chandaria, un pilote kényan de 15 ans, a accru son avance en tête du classement. Donc ça va être dur d'aller le chercher. Là aussi, en F4 indienne, il ne reste qu'un meeting. Voilà, c'est pas mort. On peut encore avoir un Français champion d'une Formule 4, d'une autre Formule 4 que la Formule 4 française, mais ça va être compliqué à avoir quand même. En tout cas, voilà, notre Français est deuxième. On a aussi, parmi les autres informations un petit peu random, Yaroslav Veselao qui a annoncé la fin de sa carrière en monoplace après 2 années en Freca sans le moindre point. Donc pas trop de surprises. J'ai pas spécialement entendu les trucs sur Shane Chandaria, puisque c'est vrai qu'il y a un article mais local, un article d'un média kényan, je crois, ou en tout cas du continent africain dans son ensemble, mais je crois kényan, qui disait que Shane Chandaria allait aller en F4 France. On rappelle que F4 indienne et F4 France, c'est les mêmes voitures, donc ça serait logique. Maintenant, moi, j'ai pas entendu de choses supplémentaires à ce sujet, on va dire. Mais ça serait très bien, parce que là, il y a. Alors, Sachel Roger, il a déjà 19 ans en quelque sorte. Là, Chandaria, il a 15 ans, pilote kényan. Kényan, c'est ultra atypique, vous savez, moi j'aime bien les nationalités atypiques. Et il pourrait. Et il a l'air de performer. Ça parlait de quoi les 10 premières minutes? Ça parlait, ou globalement c'était l'introduction. On redisait comme quoi c'était cool le fait qu'on ait gagné Macao. Mais de toute façon, on va en reparler de Macao, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Voilà, et c'est là-haut, qu'est-ce que je disais? Oui, donc oui, non, Chandaria, j'ai pas entendu de nouvelles, mais ça serait la progression logique. Ça serait la progression logique. Tu fais une F4 un petit peu paumée, tu gagnes, bah tu montes dans une F4 européenne. Le plus logique serait la F4 française. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est ce que je lui espère. Veselao, fin de carrière en monoplace. On a parlé de Chiara Bettig. Déjà, on a parlé de Chiara Bettig, donc qui rejoindra Hightech en F4 britannique. Mais il y a aussi une autre féminine pas de chez Red Bull, mais de chez Mercedes, Luna Flusha, qui rejoindra Campos en F4 espagnol avec le soutien donc du coup du constructeur allemand. Évidemment, c'est une fortune, c'est l'une des plus grandes fortunes d'Espagne, la famille Flusha, puisqu'on avait déjà eu Lorenzo Flusha, on a Lucas Flusha aussi actuellement en formule de promotion, et donc là, on a la petite sœur qui arrive, elle aussi, bon palmarès en karting, mais c'est pas. Voilà, elle n'a pas non plus fait partie des tout meilleurs pilotes internationaux, même si elle a déjà quelques titres, quelques victoires, etc. C'est dans des catégories un peu plus confidentielles, c'est pas dans la catégorie principale. Donc voilà, toujours un petit peu tempérer les ardeurs, mais elle aussi, c'est une 2011 par contre, alors que Betix c'est une 2010. Voilà, elle va aller chez Campos en F4 espagnol. Campos, c'est un top team qui a remporté le titre cette année avec Thomas Strauven. On verra comment ça se passe pour la pilote espagnole. Et alors, pourquoi elle ne passe pas en F1 Academy? Déjà parce que, tout simplement, elle n'a pas l'âge. La F1 Academy, enfin, pour entrer en F4, il faut minimum 15 ans, mais pour entrer en F1 Academy, il faut 16 ans, parce que c'est une F4 internationale, ce qui est un petit peu bête en termes de progression, etc. Parce que la F4 espagnole, c'est beaucoup plus relevé que la F1 Academy, mais bref, passons. C'est comme ça, c'est dans les règles
dans les règles de la FIA. Donc voilà, quelle va être la progression de Luna Floucha par la suite? Ça dépendra de ses résultats. Je pense, si par exemple, voilà, elle joue devant, etc., je pense qu'elle pourra se permettre de sauter la F1 Academy, surtout que elle n'est pas en recherche de visibilité, de marketing, de machin. Alors, c'est toujours bien la visibilité, le marketing, etc. C'est très très bien. Mais voilà, elle a budget illimité, on va dire, globalement, pour grossir le trait. Euh, voilà, tout comme ses deux grands frères avaient ou ont avant elle, voilà, il n'y aura pas de souci pour elle. Donc la F1 Academy, j'ai envie de dire, elle peut s'en passer. Par contre, si les résultats ne sont pas spécialement à la hauteur, voilà. Ça pourrait aller sur de la F1 Academy, mais là on se dirait bah, quel est le projet sportif, une deuxième année de F4 dans un championnat moins bon. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que Dupé, à cause de Bondaref, pourrait ne pas continuer avec Prema. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant ça. C'est marrant que tu me poses la question. J'enquête de. Enfin, a priori, alors je sais pas si c'est Bondaref en particulier, je pense non, c'est plutôt voilà, Prema a négocié avec beaucoup de pilotes d'un coup et ils se sont retrouvés avec plusieurs contrats signés en même temps et voilà. Mais Bondaref finalement va bien continuer avec Prema avec le soutien de Williams, de ce que j'ai compris finalement, petit retournement de situation contrairement à ce que j'ai pu dire. Je crois que c'est avec le soutien de Williams qui devrait le garder finalement. Euh, mais voilà, il y a plusieurs pilotes payants qui amènent des sommes gargantuesques. Enfin voilà, Nicolo Macagani, ce genre de pilote. Et voilà, des pilotes qui n'ont pas vraiment beaucoup de potentiel, comme comment il s'appelle, le Becco Bernoldi, le fils d'Enrique Bernoldi, l'ancien pilote de F1, qui va faire ses débuts en F4 italienne chez Prema. Il y a Alp Aksoy, le pilote turc. Il y avait eu l'annonce comme quoi il ne continuait pas avec Williams ou toujours pas. Non, 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 il n'y a pas eu il y a pas eu d'annonce. Il n'y a pas eu d'annonce, mais globalement, tout le monde disait que c'était fait, et moi y compris, hein. Donc je me suis planté, ou en tout cas à ce moment-là, je m'étais planté. À ce moment-là, peut-être que j'étais dans le vrai, mais en tout cas, je pense ne plus l'être, puisque de ce que j'ai compris, non, Bondaref a toujours le soutien de Williams, et c'est grâce à Williams qu'il peut être encore chez Prima. Et donc, Andrea, d'ailleurs, je crois que Ilian t'en a parlé, mais du coup, occasion de confirmer. Euh, Normalement, Andrea devrait passer en formule régionale européenne. Et c'est vrai que ça, j'ai envie de dire, il peut y avoir une certaine forme de logique. Il peut y avoir une certaine forme de logique. Maintenant, je suis en train d'enquêter sur l'équipe. Je suis en train d'enquêter sur l'équipe. Voilà. Je suis en train d'enquêter sur l'équipe. Mais en fait, pourquoi je dis que ça peut faire sens? Alors, évidemment, en termes de résultats bruts, c'est sûr que la saison d'Andrea, ça n'a pas été folichon. Bon, il y a eu quelques petits soucis de santé aussi en cours d'année qui se sont réglés en fin d'année et on a vu quand même une progression sur la fin, notamment sur le mois d'octobre à Mugello et à Monza, c'était bien. Ok. Mais le plan, bah, normalement, c'est ce que je vous disais, je pense, enfin, j'ai déjà dû le dire, mais voilà, c'était de faire une deuxième saison de F4 avec Prema. Et là, on devrait partir sur une année de Freck. Donc, on pourrait avoir trois Français là-bas en Freck, avec Munoz chez ART, possiblement Dorisson chez G4, et donc Andrea Dupé chez. Voilà. En vrai, j'ai à 50% de chance la bonne équipe, mais c'est une chance sur deux, et du coup, voilà, je vais pas trop m'avancer. Mais visiblement, plutôt une bonne équipe. Une équipe présente en F2, F3, donc qui peut offrir des opportunités pour le futur, de ce que j'ai compris. Mais voilà, donc c'est pas du CL Motorsport, c'est pas du G4, c'est une bonne équipe, quoi. Maintenant, on va voir la suite. Et ça rebondit un peu sur ce que j'avais partagé sur Twitter et sur Blue Sky. Alors, au moins sur Twitter, je sais pas si je l'ai partagé sur Blue Sky, parce que c'était une vidéo assez longue. Euh, c'est que ça sert pas forcément. Bon, bah voilà, bon, bah écoutez, Vettel Spin FC Benoît 7, bah voilà, l'un de vous deux a raison, je pense. Voilà, de ce que je comprends, l'un de vous deux a raison. Maintenant, je sais pas quoi. Puisque MP, je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs pilotes, vu qu'ils sont en Eurocup 3 et en Freck, je sais pas ce qu'ils font. Et Van Amersfoort, je sais que c'est possible aussi. Voilà. Donc je l'avais partagé sur Twitter et sur Blue Sky, une vidéo de Verstappen et de Bortoleto qui était en podcast avant le Grand Prix du Brésil et qui parlait de la F4, à quel point c'était inutile et que ça servait à rien et que il aurait
on pouvait mieux, comment dire, il pouvait très, très facilement passer à, comment dire, passer du karting à la formule régionale directement. Et que la F4, ça allait pas spécialement apprendre beaucoup de choses. Euh, Chez Rodin, normalement, il pourrait y avoir aussi Abby Pooling. Je sais pas ce qu'il en est exactement, mais à un moment, ça parlait d'Abby Pooling chez Rodin en Freck. Je sais pas. Euh, donc oui, ça ferait Ninovic, Pooling et Gauda. Non, Gauda c'est plutôt Var, logiquement. Gauda plutôt Var, je crois. Euh, on a dit quoi? Donc voilà, puisque la F4 c'est des voitures peut-être qui sont considérées, en tout cas selon Verstappen, selon Bortoleto, selon pas mal de pilotes, des voitures un peu trop simples à conduire et qui du coup n'apprennent pas beaucoup en termes de développement de pilote, et que la Formule régionale on apprend beaucoup plus. Voilà. Sur cette théorie, est-ce qu'on peut se dire que voilà, il a appris assez de choses en F4 et que il peut passer en Freak? Je sais pas. Moi, ça me gêne un petit peu puisque voilà, sportivement, je trouve qu'il n'a pas encore mérité sa place à la catégorie supérieure. Donc moi, ça m'embête un petit peu. Maintenant, il y a des arguments. Et il n'est pas tout jeune, jeune non plus. Il n'a pas trop le temps qui joue pour lui. Andrea Dupé, il a à peu près l'âge d'Enzo Dellini. Donc être en F4 à cet âge-là, donc il va entrer dans l'année de ses 18 ans l'an prochain. Je peux comprendre qu'on veuille un peu monter, un petit peu brûler les étapes, etc. Voilà, je suis pas, voilà, je suis pas à 100% convaincu. Je peux comprendre les arguments, mais voilà, moi personnellement ça me gêne un petit peu, mais donc voilà, on pourrait vraiment avoir a priori Andrea Dupé en Freck. Euh, Hâte du reveal de l'Académie de Dorisson, bah on espère, on espère. On espère pareil pour Munoz, on espère pareil pour Roussel, notre champion du monde de F4. Il a bientôt 18 ans, je suis choqué, il fait tellement plus jeune. Bah ouais, il a 18 ans, c'est en 2008. Il a commencé assez tard la monoplace en fait. D'ailleurs, actuellement, si vous voyez les stories de d'Enzo Dellini et de Andrea, ils sont tout le temps, ils traînent tout le temps avec Alex Dunn. Oui, Dunn sort avec sa sœur, oui, je crois. Oui, oui, attends, il sort avec sa sœur ou je sais pas du tout. Mais les trois, ils traînent toujours ensemble. En tout cas, sur les stories, ils sont tout le temps ensemble. Donc même si Alex Dunn, depuis un certain week-end de Monaco 2025, a été déclaré comme ennemi de la nation, euh, voilà. A priori, donc, il aurait une copine française de ce que vous me dites. J'avoue que ces gossips, moi, je suis pas dedans, hein, les gossips, voilà. Et que voilà, il traîne tout le temps avec Enzo Dellini, Andrea Dupé, quoi. Voilà. Donc tous les Français, en tout cas les pilotes français, ne détestent pas Alex Dunn. Non, 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 on est loin de cette réalité-là, vous en faites pas. Un peu rien à faire, mais ok. Oui, voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Un grand bien vous en fasse, quoi. Allez, on commence l'actualité de la semaine un peu de façon un petit peu plus précise. Vous l'avez sûrement vu. C'est vrai que dans ce live, on va parler de beaucoup de pilotes féminines quand même, parce qu'on a parlé de Chiara Betty, on a parlé de Luna Flusha, et on va parler des trois Ella qui ont été annoncés. Alors ça, c'est la ref française, Ella. Je sais que tous les Anglais, ils étaient en mode en reprenant la chanson de je sais plus qui. Oula, Rihanna? Non? Umbrella, je sais pas c'est de qui. Mais voilà, il faisait des blagues sur cette chanson. Me forcez pas à la chanter. Et donc du coup, McLaren va avoir trois pilotes féminines qui ont toutes le même prénom. On se tape des barres. Ella Lloyd, Ella Stevens et Ella Hakkinen. Des âges différents, des parcours, des moments de carrière différents. Ella Lloyd, on la connaît déjà, elle est en F1 Academy, elle est actuellement troisième et meilleure rookie. France Gall, cette chanson, oui, mais du coup, l'autre, la chanson anglaise, c'est qui? C'est Rihanna, c'est... Je... je... donc voilà, Ella Lloyd, vous la connaissez, et qui avait déjà fait une très bonne saison de F4 britannique l'an passé par ailleurs. Ella Stevens, elle, c'est une vice-championne de Grande-Bretagne de KZ2, oui c'est Riri, d'accord. C'est une vice-championne de Grande-Bretagne de KZ2, donc c'est quand même elle sort pas de nulle part et elle a fait le meilleur temps du rookie test juste devant Lisa Billard par ailleurs. Donc elle a déjà 18 ans, c'est peut-être un petit peu tard pour commencer en monoplace, mais voilà, il n'y a pas de drame non plus, on va dire.
Salut à ceux qui sont, salut à ceux qui arrivent. Vous avez loupé le moins important pour le moment, je pense. En dehors de la petite info comme quoi Andrea Dupé devrait aller en Frec et qu'on devrait avoir possiblement 3 Français. Merci beaucoup Kimi63 qui régale et qui offre un sub à un champion du monde de Formule 4, Jules Roussel. Rien que ça. Rien que ça, rien que ça. Après, KZ2, ça prépare plutôt bien à la F4. Voilà. Comme l'ont dit Verstappen et Bortoleto, ça prépare carrément à la Formule régionale. Donc, voilà. Et là, Steven, ça peut être vraiment très, très, très intéressant. Euh, voilà, potentiel à explorer. J'ai envie de la voir beaucoup plus sur des tests, sur des. J'espère aussi qu'elle, avec le soutien de McLaren, qu'elle pourra faire un truc à côté et pas faire que de la F1 Academy. Si c'est possible de faire voilà, de la F4 britannique, c'est très bien aussi. Ça serait bien. Et on a aussi Ella Hakkinen, qui est bien la fille de Mika Hakkinen. Alors, je ne sais pas, pas que 3 Français en frec, bah du coup dis-moi dis-moi en plus. Dis-moi en plus, je suis tout oui, ne t'en fais pas. Mais après, il y a des équipes sur lesquelles, voilà, je sais pas, hein. Il y a des équipes sur lesquelles je sais pas. Ouais, en privé, mais oui, t'inquiète. Mais parce qu'il y a aussi des Français qui vont aller en Eurocup 3. Hein, pas évident. Donc voilà, Ella Hakkinen, fille de Mika Hakkinen, et qui roule sous licence tchèque, puisqu'elle a 3 nationalités, je crois. Elle a la nationalité tchèque, finlandaise, par son papa forcément, et monégasque. Donc je ne sais pas exactement euh, qu'est-ce que font les champions du monde de F1 finlandais pour faire en sorte que leurs enfants ne roulent pas pour leur pays. Genre, c'est pourquoi? Genre, pourquoi Nico Rosberg, il est allemand? Pourquoi là, Ella Hakkinen, du coup, elle est tchèque? Bah, évidemment, c'est la nationalité de la mère, certes, mais enfin, c'est bizarre, non? Je sais pas, ça me ça me surprend. Enfin, c'est bizarre que ça arrive pour les deux, quoi, pour les deux champions du monde finlandais. Enfin, alors après, on verra ce que ça va donner pour Kimi Raikkonen, mais et pour comment il s'appelle? Mathias? Non, non, Mathias c'est son deuxième prénom. Ace? Il y a un truc comme ça. Ace, je crois que c'est Ace Raikkonen ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc c'est la fille de Mika Hakkinen. Et voilà, elle est prometteuse dans la catégorie low cost, où notamment voilà, Luna Flushai, Chiara Betti, Robin Raikkonen. Ah oui, Ace, c'est son. Je suis bête. Et oui, exactement. Je l'ai découvert hier, Vettel Spin, tu fais bien de me le dire. Ça me rappelle le fils de Gianluigi Buffon, italien, donc le gardien de but de football, qui joue avec la République tchèque, genre qui joue avec la Tchéquie des moins de 17 ans. C'est quoi ce délire? Enfin, je sais pas, voilà, je trouve ça extrêmement surprenant. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais pas, les Tchèques doivent avoir des arguments hors normes pour courir pour leur pays, je sais pas. Je sais pas. Donc Ella Hakkinen, euh, qui a la toute confiance de son papa, qui dit qu'elle va bientôt briller, qu'elle va bientôt briller en F1, etc. Euh, ouais, pour le moment, en karting, on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments pour dire ça. Elle est prometteuse en OKN, mais c'est la catégorie low cost. C'est la catégorie où il n'y a pas une concurrence exceptionnelle. Et en OK, c'est plus compliqué. Donc, a priori, 2026, McLaren l'a présenté comme une année de préparation à la F4 avec des tests, etc. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas faire la même erreur que je trouve que c'est une erreur. La même erreur que la FFSA, de faire une année de test et de ne rien faire en karting à côté. Moi, je suis pas super fan de ça. On l'a vu avec Arthur Dorisson, on l'a vu avec Lisa Billard. Ça prépare pas si bien que ça. Et ne pas avoir de compétition pendant un an et en comptant l'intersaison 1 an et demi, bah ça fait que c'est un peu plus compliqué au début. Donc, c'est sa fille. Est-ce qu'il est vraiment objectif? Il y a un gars qui a sur Twitter avait ressorti une interview de Niki Lauda sur son fils. Je ne me rappelle plus malheureusement du nom de son fils. Est-ce que c'est. J'ai envie de dire Mathias, j'ai envie de tous les appeler Mathias aujourd'hui. Euh, voilà, de son fils qui avait été Ouais, c'est Mathias, tu vois, je suis pas bête, ok. Qui est passé en GP2. Et vraiment, Niki Lauda, il était en mode. euh, pour l'instant, il m'impressionne pas, quoi, le gamin. Alors que c'est son fils, quoi. Oui, alors autant Niki Lauda était objectif, autant voilà, Ayrton Senna, bon en plus qui parlait de son neveu Bruno, qui avait je sais pas quoi, 10 ans à l'époque, et qui disait vous croyez que j'étais bon? Vous êtes pas prêt pour ce qui va arriver avec mon neveu Bruno? Ça a mal vieilli, ça a un petit peu mal vieilli quand même, hein.
Donc voilà, tous les champions du monde de F1 ne sont pas forcément objectifs avec les membres de leur famille. Euh, Non, je vais éviter d'appeler tout le monde Mathias quand même. Ouais, mais je pense il a eu une petite carrière hein, ensuite, le fils de Lauda. Enfin, il n'était pas. Tout, tout, tout. Il a couru en GP2. Je me rappelle même plus quelle époque, mais je pense que ça doit être année 2000 de toute façon. Il a fait les 24 heures de Spa, mais je pense qu'il roule plus là actuellement, hein. Il a fait les 24 heures du Mans, et c'est ça. Il a fait une saison en F3000, donc en 2004-2005, il a marqué 5 points, et en GP2, il a marqué 3 points et a fini 21 e. Bon, voilà, c'était pas exceptionnel, quoi. Euh, Oui, mais de dire que son fils est pas dingue, c'est super drôle. Ouais, ouais, Niki Lauda, il est honnête. Le gars, il est pas hypocrite, quoi. Il est pas hypocrite, ça, on peut pas lui enlever, en tout cas. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour ces trois Ella qui sont à trois stades différents de leur carrière. Donc Ella Stevens va faire de la F1 Academy avec Ella Lloyd. Donc il y aura deux voitures McLaren. Il y en a. Ella Lloyd sera dans une livrée vraiment McLaren F1, quand Ella Stevens sera dans une McLaren avec associé à un autre sponsor, Oxygon ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il va falloir, les deux seront chez Rodin et il va falloir évidemment que Lloyd soit largement devant Stevens, sinon ça va un petit peu piquer pour la réputation de la pilote galloise. Lloyd est galloise, Stevens est anglaise. On continue avec un petit point sur le Mercato Formule 2. Là aussi, on en a parlé sur Twitter et sur Blue Sky. Euh, Wow, ça sort d'où ça? Tassanapol Intrapufasa qui rejoint ART. Et ben, je l'avais pas vu venir. Et je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait vu venir. Mais le pilote thaïlandais, 7ème de F3 avec 3 victoires, notamment une victoire en course principale sur la finale qui l'a fait passer de 14e ou 12e à la 7e place devant nos pilotes français. Intra Puffasak va donc rejoindre ART, alors que pour moi j'avais voilà, Kouchmaini et Lorenz Van Oppen qui étaient grandissimes favoris. De ce que je comprends, Kouchmaini devrait rester pour une 4e année, donc aux côtés d'Intra Puffasak, très bien. Mais du coup, Van Oppen, je ne sais pas vraiment où il va. Et il y a pas mal de médias, notamment polonais, qui disent qu'il devrait aller chez Trident, mais du coup, moi j'avais Mansell et Goethe, donc Christian Mansell et Oliver Goethe. Je sais pas trop ce qu'il en est du coup. Est-ce que Goethe pourrait rester chez MP? Mais dans ce cas, comment on fait de la place à Tim Tramnitz et Gabrielin? Bref, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde et il y aura forcément des déçus à l'arrivée. Où est Evan? On espère qu'il ira au Japon, mais globalement c'est un petit peu sa seule option, enfin sa seule, voilà, les seules choses qu'il a évoquées pour le moment. Mais non, il n'y aura pas de la F2 hein, pour Evan. Ça aurait pu être super sympa, hein. Je pense vraiment qu'il aurait pu briller directement en F2, hein, mais ça va pas le faire. Donc voilà, c'est un casse-tête un petit peu insoluble et il y a des pilotes voilà, que j'étais persuadé qu'on reverrait en F2, qui je pense finalement ne resteront pas ou n'arriveront pas en F2. Donc affaire à suivre de ce côté-là. Voilà, Mini chez MP, j'en suis assez sûr. Maintenant, et je pense que normalement Tramnit doit monter aussi. Goethe, pour moi, c'est celui le moins méritant, mais du coup, ça fait chez MP un duo Tramnitz Mini. Donc pas des pilotes qui amènent beaucoup d'argent. Donc c'est pas forcément évident. J'espère surtout dans tout ça. Mini était pas censé aller en Formule E? Non, 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 non. Il était pas enfin, il y a eu des rumeurs comme quoi il pourrait prendre le dernier baquet chez Cupra, mais au final c'est pour Pepe Marty. Gabriel Minier, lui, il veut rester en F2. Euh, il veut rester en F2 et avoir l'occasion de reprouver sa valeur. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Mais c'est sa volonté en tout cas. Ça a été sa volonté en tout cas. IndyCar. IndyCar, there are not a lot of seats left, I think, so it's a bit late. Et puis maintenant, des news pour Dunn. Non, 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 non. Alex Dunn, alors normalement, voilà, il devrait faire la F2, une deuxième année de F2 avec Rodin, mais c'est pas du tout sûr que ça soit avec Red Bull. C'est pas du tout fait. C'est pas du tout fait. Donc, en vrai, une bien bonne saison et Colapinto qui confirme pas, les astres peuvent s'aligner. Je sais pas comment il est niveau finance sponsor. Bah, en soi, il est avec All Road Management. Donc,
pourquoi pas. Mais enfin, non, non, finance sponsor, il est pas super bien. C'est officiel avec Dunn. Non, pour l'instant, Dunn n'a rien de confirmé pour l'an prochain. Mais la grosse rumeur, c'est comme quoi il devrait aller chez Rodin. euh, Comme quoi il devrait aller chez Rodin l'an prochain. Non, 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 c'est pas officiel. Mais parce qu'il y a un moment, tout le monde disait qu'il allait aller chez Red Bull, etc. C'était pas si évident non plus, quoi. Et au final, bah, c'est toujours pas annoncé, ça prend du temps. Donc voilà, il va peut-être se retrouver sans académie. J'ai l'info sur un pilote qui va signer chez Red Bull. Red Bull, je suis bien hype. Alors te connaissant, parce que je sais qu'il y a des discussions entre Naël et Red Bull, mais je sais pas si ça aura lieu. Mais te connaissant, je sais que t'aimes pas spécialement Naël. Euh, mhm. Ça m'étonnerait que Mini reste chez Alpine perso. Bah, je pense aussi, puisque moi, de ce que j'ai entendu, Alpine devrait une énième fois restructurer son académie comme ils aiment le faire tous les 2 ans. Euh, donc je sais pas trop. Euh, Let's go Enzo Peugeot. Enzo Peugeot chez Red Bull. Moi je prends, hein. Moi je prends. Mais donc voilà, on n'a pas encore. Autant il y a beaucoup de choses qui ont été confirmées très très vite en F2, en F3, surtout en F3 où tout est confirmé presque. Euh, Indice Belgique. Ah attends, tu veux dire genre un. Ah genre un Strauven par exemple. Je sais que Strauven il a fait le. Ouais. Ah, un petit Strauven chez Red Bull. Et lui il fait de l'Eurocup 3 en plus. Thomas Strauven, champion de F4 espagnol. Mhm. Pourquoi pas? Par exemple. Ouais, par exemple, ouais, par exemple, quoi. On s'est compris, par exemple, ouais. Ok, bon, à suivre en tout cas. Euh, Chez Campos en plus. Alors maintenant, chez Campos en plus, on le voit d'ailleurs très bien avec Kira Bettig et Scott Lindblom, Red Bull n'est plus autant enfin, focalisé sur Campos qu'à une certaine époque. On le voit bah, en F3, donc en F4, ils ont envoyé Bettig et Lindblom avec Hightech. En F3, il y a Rivera qui est chez Campos, mais il y a aussi Colnaghi qui est chez MP. Donc c'est plus si évident qu'avant. Ils se sont un petit peu rediversifiés. Euh, J'avais aussi envie de reparler de Saint-Éloque. Saint-Éloque, équipe de cœur évidemment d'Enzo Peugeot. Euh, un espoir pour Saint-Éloque. Vous vous souvenez peut-être de ma dernière vidéo, enfin de l'une de mes dernières vidéos sur YouTube. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé pour cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'expliquer comment ça s'est passé cette vidéo pour que ça soit ma vidéo la plus vue de l'histoire de ma chaîne, hors, hors le live de 3 heures que j'avais fait avec Antoine avec le Pit Stop F1? Pourquoi c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, enfin avec qui a été quasiment 2 fois plus vue que celle sur Isaac Adjar? Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais merci beaucoup pour l'accueil de cette vidéo. Où globalement on revenait sur l'histoire de Saint-Éloque. Saint-Éloque qui. Il y a un fan club secret de Saint-Éloque, bah je pense, hein, je pense, va falloir que j'en parle plus de Saint-Éloque. Mais ça va être un petit peu plus compliqué d'en parler s'ils ne sont pas là l'an prochain. Et c'est un petit peu la direction que ça prend, même si, on fait un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. La FREC a annoncé, ses équipes pour 2026, il n'y a pas Saint-Éloque. L'Eurocup 3 a annoncé ses équipes pour 2026, il n'y a pas Saint-Éloque. Aujourd'hui, la F4 espagnole a annoncé ses équipes pour 2026, il n'y a pas Saint-Éloque. Donc, à l'heure actuelle, Saint-Éloque n'est plus engagé dans aucun championnat. Mais il se pourrait qu'il y ait encore des petits espoirs du côté de la F4 italienne. Donc ça serait assez positif. Voilà. Donc on espère que ça va marcher. Une équipe française, enfin, voilà, on a envie qu'il y ait des équipes françaises le plus possible un peu partout. Là, le projet pourrait continuer dans un autre championnat. Après, il va falloir que les choses se lancent. Euh, perso, ça m'étonnerait de voir Saint-Éloque en F4 italienne. Il y a d'autres équipes qui sont mieux placées que Saint-Éloque pour l'instant. Bah, voilà, la source que j'ai, qui est depuis, il y a une deuxième source qui m'a dit ah ouais, il y a moyen. Je,
la source que j'ai est quand même giga solide. Donc, maintenant, est-ce que tout va être bien fait, tout va être accepté, est-ce qu'ils seront bien sur la grille? Déjà, moi, j'aimerais bien les voir tester, puisque on est mi-novembre, on est presque, on commence même à s'approcher de la fin novembre. Il n'y a toujours pas eu de test de Saint-Éloque en F4. Donc, donc voilà, on n'a pas depuis la fin d'année, Saint-Éloque n'a pas eu de test d'après-saison, ils n'ont fait aucun test collectif. Un peu triste comme fin d'histoire. Bah justement, j'essaye de vous vendre une deuxième partie, peut-être un chapitre supplémentaire, en espérant que ce soit pas un épilogue. Peut-être, voilà, une porte de sortie qui pourrait exister en F4 italienne. Voilà, on espère que ça va marcher pour l'équipe française et qu'ils pourront reconstruire un projet et peut-être revenir en FREC à l'avenir, revenir dans les championnats plus hauts et peut-être reviser un jour la F3, parce que là maintenant bah, la F3 est plus loin que jamais, mais voilà, il faut déjà, on va espérer les voir au départ d'un championnat en 2026 déjà. J'attendais un commentaire assassin de Vettel Spin. Donc bon, écoutez, bah, justement, je pense après que justement il y a la remise en question qui est en train d'arriver. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties de chez Saint-Éloque, donc voilà. Et puis aussi, faut pas oublier qu'il y a plein d'employés, etc. Et donc on va, même si Saint-Éloque de toute façon, il y a aussi la partie GT, il y a aussi la partie rallye, etc. qui peut exister. euh, voilà, c'est pas mal des employés. Enfin, les employés qui sont en monoplace, c'est plus difficile de les changer et de les mettre ailleurs. Donc voilà, on va espérer le mieux et on va espérer avoir de bonnes nouvelles à ce sujet dans les prochains jours, prochaines semaines. Déjà, moi, voilà, je serai rassuré quand je les verrai en test, déjà. Voilà. Et voilà, on va pouvoir enfin débriefer le Grand Prix de Macao, la Coupe du Monde de Formule Régionale, la deuxième Coupe du Monde de Formule Régionale et le 72e Grand Prix de Macao qui a été gagné par un pilote français pour la première fois depuis 21 ans, depuis 2004 et Alexandre Prémat. Et même on a eu le droit au premier double podium français depuis 1997, rendez-vous compte. Je n'étais pas né et dans le chat, je ne sais pas combien d'entre vous étaient nés. Déçu pour Evan, vraiment, j'aurais aimé un podium. Alors franchement, Vettel Spin, le retournement de veste au sujet, ton retournement de veste au sujet d'Evan est spectaculaire. Mais évidemment, euh, non mais il a complètement retourné sa veste. Il a découvert qui était Evan et c'est juste quand quand il s'apprête à mendier devant des supermarchés qu'il commence à être hypé par Evan. C'est un petit peu tard mon garçon, mais vaut mieux tard que jamais. Euh, euh, quel week-end de Macao, tous les ans c'est un rendez-vous à ne pas rater. J'ai eu plus d'émotions que durant cette saison de F1. Bah, en vrai, moi oui, parce que, enfin voilà, Naël Deligny, etc. Naël Deligny, etc. C'est des pilotes que je suis depuis très 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 longtemps, même depuis qu'ils étaient en karting. Mais tu vois, il y a des émotions, style le podium d'Isaac Hadjar en F1, c'est quand même pas mal. Et même, il y a eu des bonnes courses, etc. Mais c'est vrai que ce week-end à Macao, le dépassement à 2 tours de la fin, ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou quand même. Slater surcoté, donc ça change. On va en reparler de Slater, mais ça me fascine. Ça me fascine. Je crois qu'il y a Homero qui avait fait un clip là-dessus. Et c'est vrai que je l'ai jinx si rapidement. Bref, voilà, le résultat. On en avait parlé, on avait suivi le Grand Prix en live ensemble. Vous pouvez trouver la rediffusion sur YouTube. On avait commenté et streamé en français le Grand Prix de Macao. Au final, c'est donc imposé devant son coéquipier Marie Boyad. On a ensuite Enzo Dellini, Mattia Colnaghi. Grosse perf de Colnaghi, on n'en a pas beaucoup parlé de Colnaghi, mais grosse perf. Cinquième Taito Kato qui a passé Evan Gilter juste avant la dernière safety car. Stromsade 7 devant Matteo De Palo. Yuki Sado 9ème devant Garfias, Lee Yamakoshi, Kucharchik, pardon, Egodzi, Ye, Intra Pufasak, Owen Tangavelu qui a terminé sa carrière sur une 17ème place, Charlie Wurtz. Et ceux qui n'ont pas vu le drapeau à damier, Jin Nakamura, Rachid Aldairi, Charles Leong, Tokiya Suzuki, Freddy Slater, Oscar Wurtz, Kiyoshi Umegaki, Reza Siurutun et Newman Shi. Surtout que Colnaghi ne connaît quasiment pas cette voiture. Oui, après, alors certes c'est un kit aéro différent, etc. C'est un kit aéro différent, mais c'est le même châssis quand même. Maintenant c'est vrai qu'il a dû apprendre plein de choses quand même. Euh,
Donc voilà, attends, 0 points en 2 Macao. Attends. Ah oui, il a pris un coup de Dirty Air, le pauvre. Oui, bah pour Enzo Dellini, oui, enfin. Je sais pas s'il y a un monde où Enzo Dellini aurait pu gagner, puisque même si Boya le bloque pas, enfin, c'est pas évident. Dans la configuration du virage, au vu de la configuration aéro aussi des Pinnacles qui étaient avioniques en ligne droite, parce qu'ils ont tout misé là-dessus, je sais pas si Enzo il aurait pu rester devant les deux Pinnacles au niveau du freinage. Bah ouais, Boya le bloque bien, mais ça reste faire, ça reste juste. Et d'ailleurs, enfin, le bloque bien, oui, le bloque bien, mais il se loupe complètement. Et pour moi, ça offre la victoire à Théophile Naël parce qu'il est trop focalisé sur Enzo Deini. Et ça nous a donc offert un Théophile Naël sur le toit du monde. Mais alors, et pour moi, le week-end de Théophile Naël est très très bon. En dehors du départ de la course qualificative où il s'est un petit peu manqué, on rappelle qu'il partait de la pole position. Il partait de la pole position après avoir signé le meilleur temps des qualifs le vendredi. Le samedi, c'était un petit peu plus compliqué sur le départ où il a perdu des positions. Ensuite, son dimanche, son Grand Prix, il est très très bon. Et dire que Peugeot le dominait début 2024, bah ouais, je sais. Bah ça va, le sport auto va vite, hein. Peugeot était devant Naël et De Palot, et puis maintenant, bah voilà, voilà. Donc voilà, premier vainqueur français du Grand Prix de Macao, ce double dépassement qui a intégré mon générique Twitch pour ceux qui étaient là parmi les tout premiers. Si vous étiez là dès le début du live, vous avez pu voir que le dépassement et même la célébration de victoire de Théophile Naël font partie désormais du générique. Merci Kimi63 qui offre un sub à notre champion du monde de Formule régionale. Merci beaucoup. On peut toujours compter sur Kimi63 pour régaler. Euh, on peut aussi souligner le test. Je pense on l'avait évoqué lors du live précédent, mais qu'on avait fini par comprendre pourquoi Théophile avait fait une journée de test en Eurocup 3 avec Campos. Bah, c'était pour réapprendre la Tatus, en fait, justement, après une année en F3. C'était tout simplement pour réapprendre la Tatus en vue de Macao, et bah, du coup, ça lui a été bien utile, visiblement. Voilà, on sait il y a eu des discussions avec Red Bull, et voilà, il y a un vainqueur du Grand Prix de Macao qui sort un dépassement exceptionnel. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. Helmut Marko qui adore les pilotes qui savent dépasser, etc. Bah là, on en a un bon. Et puis c'est pas la première fois. Je veux dire que Théophile Naël se fait remarquer par ses dépassements en Freca, en F3. J'en ai notamment certains en tête à Barcelone, entre autres. Voilà. Pour moi, il y a vraiment pas mal d'arguments en la faveur de Théophile Naël. Académie ou pas, il a les thunes. Oui, certes, mais je veux dire, en termes de pour un projet F1, Théophile Naël est probablement peut-être l'un des pilotes français les moins à plaindre parmi nos pilotes français, mais quand même, une académie, c'est pas de refus, quoi. Voilà. Euh, pour Enzo Dellini, voilà. Je suis très content de son week-end, mais j'ai pas l'impression qu'il. Enfin, il aurait pu peut-être avoir la victoire. Il y a peut-être un monde où il aurait pu avoir la victoire, mais dans la configuration où il est en sandwich entre les deux pinnacles, j'ai du mal à voir comment il aurait pu gagner. Parce que même s'il arrivait à passer Boya, il y avait Naël qui arrivait juste derrière et Boya l'a bien bloqué. Et enfin, c'était une défense juste. Et ça aurait pu marcher pour Boya s'il n'y avait pas eu Naël. Euh, oui, voilà, il était plus focalisé à faire des mèmes de Brainrot que de gagner. Non, 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 il a fait un super week-end Enzo, pour être très honnête. Surtout, il le dit lui-même en interview d'ailleurs, l'année dernière, il avait été quatrième et meilleur rookie, mais c'est plus parce que c'était de la survie, les autres s'étaient crachés, etc. Là, il a vraiment été sur le podium au mérite. Il a toujours été devant à chaque séance, essai libre, qualification, course qualificative, Grand Prix. Son départ du Grand Prix, son départ le dimanche, exceptionnel. Exceptionnel, et déjà il arrive à sauter les deux ART, ce qui est très très positif puisque malheureusement les ART n'avaient pas vraiment le rythme pour jouer tout devant. Donc, euh, donc voilà, pour moi il n'y a que du positif, surtout il explose complètement ses coéquipiers, alors que ses coéquipiers c'est quand même deux pilotes qu'il va rencontrer l'an prochain en F3, Jin Nakamura chez Hightech et Matteo De Palo qui sera chez Trident. Là, Matteo De Palo, il n'a pas existé. Et pour moi, il fait partie des flops du week-end.
Matteo De Palou n'a pas existé. Certes, il avait une livrée McLaren, donc c'est pour ça qu'on a parlé de lui sur le début du week-end. Mais voilà, je pense que McLaren espérait qu'il nous fasse une Hugo Choukou l'an dernier et qu'il gagne. Bah, du coup, ça n'a pas marché pour le vice-champion de Freca. Après, voilà, il devait découvrir une nouvelle équipe, comme Hugo Choukou, hein, qui passait de chez Prema à RS pour le Grand Prix de Macao. Là, De Palou passait de Trident à RS. Bah, ça s'est pas bien passé, quoi. Bon, flop, mais je m'y attendais un peu. Bah, ouais, je m'y attendais aussi, mais bon, il était plus proche de Nakamura que de Deligny, ouais, carrément. Ils avaient mis les caméras en on-board sur lui, bah ouais. Ouais, c'était pas le bon choix. C'est dommage d'ailleurs, enfin, c'était vraiment très sympa d'avoir les vidéos on-board lors du Grand Prix, mais bon, les choix de pilote étaient peut-être pas toujours les meilleurs, quoi. Je crois que d'ailleurs, ils avaient mis un on-board sur Boya, sur Slater et sur De Palo, et bah voilà, je pense qu'ils ont un petit peu boycotté les Français, puis ça s'est retourné contre eux. Quel dommage, mince, trop dommage. Ouais, ouais, Boya, Slater et De Palo, ouais. En F4, ils ont bien choisi juste Olivieri. Ah oui, oh oui, attends. Oui, bah, je me rappelle même pas c'était quoi les autres caméras embarquées. Oui. Oui, après Slater normal, oui, évidemment. Mais ça lui a pas porté chance pour autant. Justement, justement, notre ami Freddy Slater. Je l'ai complètement jinx. Je l'ai jinx en plein live, où je pense quatrième tour sur 15, je dis ah mais Freddy Slater, il a beaucoup pris en maturité. Alors évidemment, l'an dernier, il s'était craché. Écoutez l'avis de l'expert. Oui, il s'était craché, mais il a beaucoup appris sur son année de préca, régulier, pas d'erreur. Franchement, voilà, maintenant il fait plus ce genre d'erreur. Alors évidemment, je peux me tromper. Oui, tu t'es trompé. Oui, tu t'es trompé, tu t'es planté. Tu t'es planté et Freddy Slater aussi. Voilà, évidemment, je pense qu'il a peut-être essayé d'un petit peu trop en faire. On était sur une relance de safety car. Il fallait être le plus proche de Mariboya. Surtout que Mariboya avait une vitesse de pointe complètement dingue. Il fallait tenter quelque chose et il fallait être le plus proche possible. Et on le voyait déjà sur le virage d'avant un petit peu glissé, être en survirage avec ses pneus. Et puis ensuite, ouais, il prend du dirty air, mais c'était pas. Hein. Bah si, c'était une relance de safety car, non? Si, c'était une relance de safety car, je crois. Et justement, il essayait d'être le plus proche possible. Je dis peut-être une bêtise là, mais on a vu la course ensemble, mais dans ma tête, c'était une relance de safety car. Il refera Macao, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il a une malédiction un petit peu là, hein, deux fois qu'il abandonne. Mais est-ce qu'en soi, il peut encore continuer tant qu'il ne fait pas de la F2, il peut continuer à rouler à Macao. Est-ce qu'il va vouloir revenir? Je sais pas. Ouais, deux Macao, deux DNF, mais que c'est rapide, mais il faut finir les courses. Bah, c'est un bon résumé de Macao. Il faut survivre déjà. Il faut survivre et malheureusement Slater, malgré tout son talent et on sait qu'il en a. euh, Attendez, il y a un tweet d'Aston Martin, c'est pourquoi. Ah, Crawford qui va faire une FPR, on s'en fiche. Euh, pour moi, il va refaire tant qu'il n'aura pas gagné. Ouais. Oui, oui, mais de toute façon, en tout cas, l'année prochaine, ça sera sa dernière probablement, parce qu'on peut très vite, très facilement imaginer qu'il montera en F2 dès 2027. Donc, bon, je sais pas. Je sais pas. Après, il y a d'excellents pilotes qui n'ont jamais gagné Macao. Il y a des moyens pilotes qui ont gagné Macao. Voilà. Quand Slater a annoncé nouveau Giga Crack des Feeder Series, ultra favori partout où il passe, tu penses qu'il finit deuxième et il se dit ah ouais cool, et il peut avoir des vrais regrets de ne pas faire premier. Je sais pas comment il est mentalement. Comme je le dis, je pense qu'il a beaucoup mûri quand même pendant cette année de Freca et qu'il a des certitudes qu'il n'avait peut-être pas forcément avant et je pense qu'il arrivera à s'en relever. Et, et voilà, et puis en plus il va reprendre de la confiance pendant l'hiver en atomisant la formule régionale Océanie, puisqu'il va rouler là-bas. D'ailleurs, au passage, il aurait pu prendre la décision de revenir en formule régionale Moyen-Orient pour rouler pendant l'hiver et avoir ce titre qui lui manquait tant, mais il ne prend pas cette décision. Il prend la décision de partir en Océanie, en Nouvelle-Zélande, où le niveau sera beaucoup plus faible. Je ne sais pas vraiment pourquoi, pour continuer à rouler pendant l'hiver, mais en tout cas, voilà, il ne prendra pas la revanche sur ce titre qui lui a manqué, quoi. Pourquoi t'as plus le droit de faire Macao et la F2? C'est un certain truc
en rapport de poids-puissance, en quelque chose comme ça. Une fois que tu as fait une saison de F2, tu peux plus, t'as pas le droit de refaire Macao. C'est une nouvelle règle qu'ils ont instaurée récemment. Euh, Si Percy dit ça, il va finir 10ème en F3 et sera au fond du trou. Non, non, non. Mais oui, justement, FC Benoît 7, je dis ça parce que enfin, c'est une règle nouvelle. Mais il n'y a plus de pilotes F2 qui peuvent faire ça. Euh, Non, enfin, j'ai quand même. L'air de rien, j'avais dit que Slater serait. Je crois, hein, j'avais dit que Slater serait champion en Freca cette année, je me suis pas planté quand même. Voilà. Euh, Oui, qu'est-ce qu'il va faire en Océanie? Je crois qu'il a demandé à ses parents une BMW M2 Competition et il l'a envoyé en Océanie chez M2 Competition. Bah, je sais pas trop ce qu'il va faire là-bas. Voilà, il va rouler pendant cet hiver et atomiser tout le monde. Ouais, pourquoi? Je sais pas. Bah, grand bien lui en face pour reprendre la confiance après Macao. Peut-être qu'il avait déjà prévu qu'il se planterait, je sais pas. Bon, voilà, encore une fois, je suis pas du tout inquiet pour lui et ça va bien se passer. Bah, Lindblad Vibes, sauf que lui, il le faisait pour. Arvid Lindblad, il le faisait pour la super licence. Slater, il l'a déjà largement. Donc, je. Voilà. Voilà, parmi les tops, parmi les flops, bon, parmi les tops, Pinnacle, forcément, on est obligé de mettre Marie Boyat dans les tops, puisqu'il fait un énorme week-end, et pourtant, il maximise pas le truc en qualification, mais il arrive à très bien se rattraper en course, et voilà, il menait jusqu'à la fin, et voilà, il fait cette petite erreur dans le virage à droite ultra rapide à Mandarine sur la dernière relance de safety car. C'est une toute petite erreur, mais pour moi, bah, ça fait qu'il n'a aucune. Enfin, il a perdu tout son momentum, il a perdu toute sa vitesse de pointe bah, pour la ligne droite restante. Donc, bah, du coup, Naël arrive Mac 12 derrière et puis arrive à dépasser Denny qui est bloqué et Boya. Du coup, donc pour moi, est micro-erreur très très lourde de conséquences. Tu peux faire froc et frémec. Alors déjà, on appelle ça, en 2026, on va appeler ça la frotte et la frémette. Puisque les championnats deviennent des trophées. Vous en faites ce que vous voulez. Non, bah non, 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 puisque parfois c'est le même week-end. Et le même week-end, alors même si t'es pété de thunes, même un Freddy Slater, tu vois, il va pas faire les allers-retours Nouvelle-Zélande, Dubaï tous les 2 jours, quoi. Enfin, non, tous les 2 jours, même toutes les 3 heures, quoi. Enfin, il peut pas. Non, non, c'est pas possible de faire les deux à la fois, quoi. Mais voilà, pour moi, la course, elle se joue complètement là. Mais ça reste quand même un excellent week-end de la part de Marie Boya, qui fait quand même deuxième du Grand Prix de Macao. Ouais, il se décale trop à l'intérieur avant le virage, ce qui lui coupe la vitesse, c'est ça, c'est ça. Quand on fera un sub à Boya, ouais, pour le remercier d'avoir offert la victoire à Naël. Colnaghi, exceptionnel. Il a expliqué après coup que ce deal de faire le Grand Prix de Macao, on rappelle, champion d'Eurocup 3. Il a manqué la dernière manche de la saison qui était à Barcelone pour justement faire le Grand Prix de Macao, mais ça s'est fait un petit peu, le deal s'est fait très rapidement puisqu'il fallait être sûr qu'il soit champion d'Eurocup 3, donc il a attendu un petit peu le dernier moment et il restait plus beaucoup de place, donc il y avait juste une place encore chez PHM qui restait. Il s'est dit bon, ça a pas trop mal marché PHM l'an passé, on va tenter quelque chose et puis au final, bah voilà, il fait quatrième, très grosse course, aucune erreur, un week-end très propre. Et, et voilà, ce pilote-là, il est à surveiller de très très près. Je veux dire, enfin voilà, il sera coéquipier l'an prochain de Tuka Taponen et surtout d'Alessandro Giusti chez MP. Bah, faudra avoir du répondant, hein, puisqu'il va être rookie, mais clairement, 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 on est sur un très très gros talent. Il y a une génération italienne complètement dingue hein, qui arrive. Euh, et pour moi, De Palo, tu vois, il en fait pas forcément, c'est pas forcément l'un des plus grands talents de la génération italienne. Mais quand t'as Colnaghi, t'as Olivieri, en plus, faut qu'ils prennent la relève de Antonelli, c'est sportif, hein. C'est sportif. On a aussi Taito Kato qui a fait un excellent week-end et qui, pour la première fois cette année, a fait globalement jeu égal avec Evan Gilter. Evan Gilter était quand même devant en qualification. Et au final, Taito Kato a réussi à passer Gilter sur la dernière relance de safety car. Mais voilà, Taito Kato, il est vraiment monté en puissance sur cette année et il a fini très très fort. Et parmi les tops, je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais rouler, mais Yuki Sano, même si on l'a pas beaucoup vu à l'écran puisqu'il était au cœur du peloton, il est passé de 18ème à 9ème. Et bah du coup, on peut comprendre pourquoi Toyota veut tant l'envoyer en frec chez Air Race.
Mais oui, pour moi, MP, c'est le meilleur line-up de la F3 l'an prochain, hein. On aura le temps, hein, dans l'intersaison quand on parlera de la F3 de l'an prochain, mais fou, c'est fou MP, c'est fou. Parmi les flops, bon, Matteo De Palo, palmarès du week-end, j'avais une caméra embarquée sur ma caisse et j'avais une livrée McLaren. Sinon, on ne l'a pas vu du week-end. Noah Stromsted, bon, c'est un petit peu dur de le mettre dans les flops parce qu'il est septième et qu'au vu de son statut de jeune pilote Mercedes, de pilote vainqueur en F3, etc., on pensait qu'il pourrait faire mieux, mais toute l'équipe Trident découvrait Macao, donc ça reste quand même. Il est le meilleur pilote des équipes qui découvraient Macao. Donc il y avait Trident, il y avait aussi Van Amersfoort. Van Amersfoort, ça a été très compliqué. Bah voilà, Timek Kucharczyk, ça a été très compliqué. Rachid Aldairi chez Prema, ça a été très compliqué aussi. Drop par Mercedes au passage, oui, mais je crois que c'était quand même. Enfin, j'imagine que c'était sa dernière course chez Mercedes quand même. Enfin, je crois qu'il l'a fait quand même avec Mercedes cette course. Rachid Aldairi, il avait été très très bon, très rapide l'an passé, et là on l'a pas vu du week-end. T'as pas mis une trappe Fasak en flop? Si, j'aurais pu le mettre. Si, j'aurais pu le mettre, mais c'est juste, j'avais même, j'avais pas spécialement d'attente le concernant en fait, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis en flop, mais on pourrait le mettre en flop si on veut. Timek Kucharczyk, quoi, attendez. Tu me fais peur quand tu fais des attendez comme ça, c'est comme s'il y avait une grosse annonce qui venait de sortir. Stromstead roulait ce week-end, oui. Oui, roulait bien ce week-end, mais du coup on l'a pas vraiment vu. Mais même, voilà, toutes les tridents, hein, Intra Poufassak, il y avait Reza Siroutun aussi, si je ne dis pas de bêtises, on les a pas vus du week-end. Et pourtant, quand même, une P7. Van Amersfoort, on les a pas vus, en dehors de dans le mur. Timé Kucharczyk, ça a été compliqué, alors qu'il essaye de se battre pour un baquet en F2, bah ça l'a pas beaucoup aidé ce week-end de Macao, où il fait quoi, 13e, 14, 13e, et il y a eu un crash en course qualificative. Et grosse pensée à l'équipe Evans Grand Prix. Ouais, voilà, Yuya Makoshi roulait, non, il était très très souvent dans le mur, vraiment fin de saison cataclysmique pour Yuya Makoshi, que pourtant c'est un pilote que j'apprécie vraiment et qui a du potentiel, on l'a vu sur le début d'année. Et, et voilà, et Evans Grand Prix, donc il y a eu beaucoup de crash avec Yamakoshi, pas tout le temps de sa faute, mais quand même, voilà. Il avait pour coéquipier les deux frères Charlie et Oscar Wurtz, qui ont aussi passé une grande partie de leur week-end dans le mur. Donc la facture, bon courage au Papa Wurtz, parce que là, ça va un petit peu piquer. En plus, enfin, non pas pour un pilote, mais pour deux pilotes à la fois, ça va piquer, quoi. On passe à la F4. On passe à la F4 et très honnêtement, je m'en rappelle vendredi, quand on a fait on va battre le million de Hugo Choukou. Ah bah du coup ça va peut-être faire 2 millions, hein, je pense. Je sais pas, après, je pense Hugo Choukou, les crashs qu'il avait eu en 2023, du coup, pas 2024, c'était peut-être des crashs plus lourds, plus impressionnants. Il n'y a pas eu de gros crash ce week-end à Macao, c'est déjà ça. Donc ouais. On va espérer ça pour le papa pour Alexander Wurz. En Formule 4, très honnêtement, j'ai cru vendredi, après les qualifications, que on éviterait de parler de la F4. Qu'il fallait effacer ça et que oh, c'est Macao, il peut se passer des choses. Oui, bah voilà. Oh, c'est particulier comme événement quand même, c'est pas forcément représentatif. J'étais prêt à diminuer un petit peu la hauteur de l'événement. Sauf que là, on a un Français qui est champion du monde de F4. On a Jules Roussel, troisième de F4 France cette année, qui a remporté la Coupe du Monde de Formule 4 et de fort belle manière. Franchement, ça souffre d'aucune contestation. Après une très très belle bataille avec son compatriote Ryan Caretti, qui n'a malheureusement pas eu le même succès que lui dans les derniers tours. Tu prévois l'inverse de ce qu'il se passe. Ah, je suis désolé, j'avais des raisons d'être pessimiste en qualification quand je vois que Roussel est sixième et qu'il a une pénalité de 3 places et qu'il est 9e et que il y a Caretti qui est 15 et Alex Munoz qui est 18, j'avais des raisons d'être assez pessimiste quand même. Euh, Quand même joli assassinat en qualif. Il a eu que 3 places de pénalité, ça me va très très bien. Alors qu'en vrai, Macao dit tout du talent, seul Macao compte. Je pense qu'il y a peut-être une vérité qui se situe entre les deux, mais voilà, on sait que c'est un pilote extrêmement rapide, Jules Roussel, et en F4 France, on rappelle, c'était le champion des qualifications.
Si on avait pris en compte que les qualifications pour faire le classement du championnat, Jules Roussel aurait été champion. Et il avait beaucoup donné sur le dernier week-end pour finir avec une victoire. Et malheureusement, il s'est fait shooter par Intaro Sato sur la dernière course, ce qui lui a fait même perdre le titre de vice-champion, alors que tout le monde pensait qu'il l'aurait, parce que Arthur Dorisson a fini très très fort sa saison. Donc Jules Roussel avait fini cette saison un petit peu, voilà, un petit peu déçu forcément de finir que troisième. Et là, je pense que voilà, t'es peut-être troisième du championnat de France, mais t'es champion du monde. Donc à partir de là, je pense que la saison est un très grand succès. Roussel donc s'est imposé devant Emanuele Olivieri, qui a été le meilleur des autres, on va dire en quelque sorte, des non-pensionnaires de la F4 France, ou en tout cas parmi ceux qui découvraient la Ligier. Donc la voiture de F4 France qui est différente et la voiture de Macao qui est différente de celle en F4 italienne, espagnole, etc. Rintaro Sato complète le podium. On a ensuite Sébastien Weldon qui a signé le meilleur tour de la course et qui avait été poleman le vendredi avant de faire une grosse erreur en course qualificative au départ. Harry Bansal, le champion de GB4, est 5ème devant Thomas Berman. On a ensuite quelques pilotes locaux parce que c'était aussi une question de survie la Coupe du Monde de F4. Kimi Chan, le deuxième de F4 chinoise qui est 7ème devant Man Hei Chong. Gino Trappa, le champion de F4 tchèque, est 9ème devant Thiago Rodriguez. Yuze Wang est 11 devant Emily Coty 12. Et Fionn McLaughlin est 13ème après avoir reçu une pénalité de 30 secondes, sinon il aurait dû finir 6ème. Le pilote irlandais du Red Bull Junior Team est parmi les pilotes non classés. Ryan Caretti qui a longtemps joué la victoire, Kin Nakamura Berta, Alex Munoz qui a eu une énième casse mécanique durant le week-end, Kyo Lee, Shimozang et Itsuki Sato. Euh, D'ailleurs, anecdote, mais Olivieri a cassé l'embrayage au départ de la course. Ah bon? Jules Roussel, la Loire-Atlantique en force 44. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de pilotes hein, de cette région-là. Attendez, attends. Esteban Masson, il vient d'où? Je crois qu'il vient peut-être de là. Peut-être qu'il y a Esteban Masson aussi qui vient de ce département. Bon, même s'il est né à Montréal, mais je crois qu'il a pas mal grandi en Loire-Atlantique, mais je dis peut-être une bêtise. Euh, donc oui, voilà, Jules Roussel, franchement, à toutes les séances, il était parmi les plus rapides. Et même si en qualification, c'est pas allé vraiment dans sa direction, il partait 9ème. Il partait 9ème, et puis ensuite, il a bien remonté, quoi. Deuxième, il évite les incidents, il dose parfaitement l'agressivité. Ça, je m'en rappelle, au Mans, Ancenis dans le 44, c'est ça. Esteban Masson, il vient d'Ancenis, donc c'est ça, il vient bien du 44, ok. Donc voilà, il dose l'agressivité. Oui, voilà, ce que me disait Jules Roussel au Mans, lors de la finale de F4 France, c'est qu'il surtout, il voulait complètement, il voulait progresser sur les départs, sur l'agressivité pendant les premiers tours, etc. C'était la seule chose qui lui manquait pour mûrir en tant que pilote, pour se développer. Et c'est ce qu'il avait fait. Enfin, vraiment, sur la finale de F4 France, il était parfait dans ses départs, dans le premier tour, etc. Malheureusement, tu contrôles pas les pilotes qui te shootent, mais voilà, il avait été très bon, pas récompensé à l'arrivée, donc c'était un petit peu dommage. Et là, du coup, il a très bien géré cet élément, et cette fois, il y a eu la récompense au bout, donc bravo à lui. Et il y a eu une très très belle passe d'armes avec Ryan Caretti pendant toute la course. Euh, Franchement, il a régalé tout le week-end, Jules Roussel, et ça fait vraiment vraiment plaisir. Maintenant, quel programme à l'avenir? Moi, de ce que je comprends, a priori, donc il n'a pas encore testé en Freca, même si, on rappelle, les tests de fin de saison veulent moins dire de choses que les années précédentes, tout simplement parce que les voitures vont changer à la fois en Freca, à la fois en Eurocup 3. J'ai un micro-élément qui me fait dire peut-être plutôt des tests en Eurocup 3, peut-être à partir du mois de décembre, mais je n'en sais pas forcément plus, donc je vais éviter de m'avancer plus. Je n'ai aucune idée de l'équipe par ailleurs. Et donc voilà, mais forcément, quand tu es champion du monde de F4, pour moi, ça doit forcément t'ouvrir des portes. Après, j'ose espérer qu'il avait déjà des deals, des propositions avant ça. Mais là, je pense que quand tu as ça sur un CV, quand tu as sur un CV Macao, je pense que ça doit l'aider, ça peut aussi aider pour les sponsors évidemment d'être champion du monde de F4. Après Eurocup 3, si tu vas pas chez Campos ou MP, ça sert à rien. Ouais, on a une nouvelle voiture. Il y a une nouvelle voiture, donc là encore ça peut rebattre les cartes. C'est quand les prochains tests de Freak? Il n'y en a pas cette semaine, ou en tout cas pas connu. Euh, je... je vais vérifier ça.
Puisqu'après, parfois, il y a des tests qu'on découvre le jour même. Mais par exemple, il y a les tests Kateyama qui sont parmi les plus grands tests collectifs, on va dire. Misano. Attends, bon, je crois Barcelone. Il y en a à Barcelone la semaine prochaine, avec des fracas, avec des formules régionales. Donc ouais, il y a 2 jours à Barcelone, le 25 et 26 novembre. Mais sinon, là, des tests que j'ai, c'est que des tests de F4. Euh, Et puis à 2 et 3 décembre au Castellet, mais enfin voilà, il y a plusieurs tests et euh, c'est pas des tests d'après-saison. C'est pas comme en F3 ou en F2 où il y a les tests où il y a toutes les équipes qui testent en même temps. C'est des tests où certaines équipes payent pour participer à ce test et voilà, il y a jamais toutes les équipes au même moment. Surtout cette année où on utilise une voiture qui ne sera pas utilisée l'an prochain, quoi. Donc voilà, je pense que Jules Roussel, il faut plutôt regarder du côté de l'Eurocup 3. Le temps aussi, de ce que je comprends, l'Eurocup 3, les équipes d'Eurocup 3 attendent de recevoir la nouvelle voiture pour faire des tests. Nouvelle voiture qui pourra arriver du coup le mois prochain. Et du coup, on espère voir Jules Roussel au volant. Maintenant, avec quelle équipe, on ne sait pas. Olivieri, le vainqueur de la course qualificative, sans couronne à l'arrivée, même s'il est quand même deuxième. Bah, j'ai rien à dire sur son week-end. Il a presque tout fait parfaitement. Il a évité tous les incidents. Ah là, le seul souci qu'il y a eu, c'était dans le départ, mais du coup, Francis Fromage, tu nous dis qu'il a peut-être eu un problème d'embrayage. Bah, c'est vrai que son départ était un peu moins bon, mais ce qui est un peu dommage aussi, même, je pensais vraiment qu'Olivieri aurait été plus menaçant sur Roussel et Caretti, mais au final, Roussel et Caretti se sont bataillés pour la victoire durant tout le Grand Prix, et Olivieri, bah, quand les deux se battaient, il arrivait à un petit peu se rapprocher, mais il n'était pas non plus dans la lutte pour pleinement en profiter. Donc au final, il fait deuxième. C'est le meilleur parmi ceux qui découvraient la Ligier. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, excellent week-end et ça montre que c'est l'un des meilleurs pilotes de sa génération et qu'on espère qu'il aura tout le budget, qu'il aura tout le soutien nécessaire pour monter en FRECA chez RS, ce qui est normalement l'option numéro un pour les pilotes italiens. On avait aussi 2 autres pilotes français engagés. Ryan Caretti, évidemment, on en a parlé. Voilà, la symphonie un petit peu inachevée. Il partait 15e, hein. Il qualifie 15e le vendredi. Il remonte 3e de la course qualificative. Il évite tous les incidents. Il dépasse. Il arrive à dépasser. Franchement, il faisait une très très grande course. Il passe aussi Olivieri au départ. Il mène la course. Il mène le Grand Prix pendant quelques temps. Roussel le redépasse. Et puis au final, bah voilà, à 3 tours de la fin, dans le secteur sinueux, il glisse un petit peu sur de l'huile et il la perd. Et malheureusement, ça s'arrête là. Donc c'est dommage. Est-ce que c'était la dernière course en monoplace de Ryan Caretti? Je n'espère pas. Maintenant, le fait qu'il ait fait le Porsche Carrera Cup Asie me fait dire que c'était peut-être sa dernière course en monoplace. Je ne l'espère pas. Et j'espère que justement cette performance pourra lui permettre de trouver des solutions supplémentaires. Et voilà, quoi. Et voilà. Du côté d'Alexandre Munoz, bon, en rythme pur sur un tour, il était parmi les plus rapides, au même titre que Sébastien Weldon, dont on n'a pas vraiment parlé. Et sinon, bah, ça a été plus compliqué. Jeudi, vendredi, il y a eu un crash en essai, il y a eu un crash en qualif. Il partait 18e, mais au final, on l'a vu, Caretti partait 15e, il aurait pu finir sur le podium. On l'a vu sur les débuts de course, Alexandre Munoz a été exceptionnel. Course qualificative, il passe de 18e à 10e et problème de pompe à essence. Le dimanche, il part de la 14e place, il est 8e après un tour. Problème de pompe à essence. Bon, c'est un petit peu le point noir quand même de ce week-end et malheureusement ça m'embête un peu puisque bah c'est français. C'est quand même, il y a eu vraiment pas mal de soucis de fiabilité. Il n'y a pas eu tant de soucis en formule régionale que ça, mais en F4, où c'est Ligier, etc., bah, ça a été plus compliqué. On n'a pas parlé, mais voilà, Fionn McLaughlin, il n'a fait aucun tour en essai libre. Euh, Kin Nakamura Berta, il a aussi dû abandonner sur problème mécanique, si je ne dis pas de bêtises. Alex Munoz, il doit abandonner 2 fois à cause du même problème mécanique. Bah, ça embête un petit peu et c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on a pu voir en F4 France où on a souvent vu des top pilotes, abandonner alors enfin, voilà, qui jouaient devant. Je sais pas pourquoi cette année plus que les autres, on a l'impression qu'il y a plus de soucis mécaniques. Peut-être que c'est juste parce que c'est plus des top pilotes qui sont impactés alors qu'avant c'était plus des pilotes qui étaient en deuxième moitié de classement et qu'on s'en rendait pas forcément compte. Mais là, j'ai trouvé ça un peu récurrent, quoi.
pendant ce week-end. Donc c'est un petit peu dommage. Après voilà, Alex Munoz euh, il s'est déjà distingué voilà, lors des essais de Freka avec ART dont on avait déjà parlé, où il a vraiment impressionné. Non mais au pire, Macao ça veut rien dire. Exactement, t'as tout compris. Pour Jules Roussel, Macao ça veut tout dire, et pour Alex Munoz, non mais ça veut rien dire Macao. Non mais après voilà, en termes de vitesse pure, on sentait qu'Alex était là, mais bah il n'a pas vraiment eu le potentiel pour, pour profiter de sa vitesse pleinement. Et Nakamura Berta, oui, bah en plus le crash en course qualificative où il se fait emporter par Weldon tout seul, bon, ça ne doit pas l'aider. Parmi les tops, Rintaro Sato qui finit bien son année après le fiasco du Mans, puisqu'on rappelle c'est le pilote qui avait craché Jules Roussel lors de la finale. Fionn McLaughlin, au vu du faible nombre de tours d'essai, c'est-à-dire 0 tour en essai libre, il était deuxième de la course qualificative jusqu'au dernier tour, au dernier passage à l'épingle de Melko, où il chope un tout petit peu, juste avec la roue arrière droite, il chope le rail à l'entrée et il brise la suspension, il peut pas terminer la course et du coup bah ça tue son week-end puisque ça fait qu'il ne peut pas se battre avec Olivieri, Roussel et Caretti le lendemain. Donc voilà, et puis en plus de toute façon, il a eu 30 secondes de pénalité le dimanche pour une infraction liée à la safety car. Oui, en vrai, parmi les tops, Kimi-chan, anonyme mais propre, bah oui, puisqu'il fait septième. Qui es-tu, Kimi-chan? Oui, oui, t'es septième. Je crois que j'ai dû le mettre parmi les pilotes à 1 étoile, à 1 étoile lors des prédictions la semaine dernière. Bah écoute, franchement propre, hein. Euh, donc voilà, well done. C'était le pilote le plus rapide qui signe le meilleur tour en course, mais et il avait fait la pole le vendredi. Mais voilà, pour moi, en course qualificative, alors il se fait passer par Olivieri au départ, mais surtout, bah, il la perd tout seul au premier freinage. Et du coup, bah, il emmène Nakamura Berta avec lui. Donc ils partent dernier le dimanche. Voilà, je pense. Surtout que les deux sont censés être coéquipiers l'an prochain. J'espère que Nakamura Berta est pas spécialement rancunier, puisque voilà, ils doivent être coéquipiers chez Prema en Frec. Voilà, Weldon qui devrait aussi monter normalement. Voilà, le potentiel était là, mais ça ne s'est pas bien exprimé, on va dire. Allez, plus rapidement, il y avait aussi Yu Wang. Je m'attendais à ce qu'il soit en dehors des 107% en étant honnête. Non, je pense que quand même la FIA a sélectionné les pilotes pour pas qu'il y ait 107% de différence. Et oui, les pilotes de F4 chinoises n'ont pas été dégueux parce qu'ils connaissent la voiture. Ils connaissent la voiture, donc forcément, il y a un peu moins de désavantages par rapport à d'autres pilotes, quoi. Il y avait aussi d'autres championnats qui roulaient, même si, bah, évidemment, avec déjà le Grand Prix de Macao, de façon générale, ça prend toute la lumière, mais là encore plus avec une double victoire française. Il y avait aussi l'Eurocup 3, la F4 espagnole, on va en parler rapidement. L'Eurocup 3 qui était donc sans son champion, le champion n'a pas fait toute la saison, et quand même il s'impose avec 35 points d'avance sur son compatriote Rinicella qui a été vice-champion. Kasper Stuka s'est imposé une fois, mais c'était insuffisant pour aller chercher la deuxième place à Rinicella, qui va se contenter de la troisième place. Ernesto Rivera est quatrième avec un week-end sans points. La fin de saison, elle est compliquée pour Rivera quand même. Il devance Carrasquedo. Notre Français Jules Caranta termine à une belle sixième place quand même. Tu penses que la connaissance de la voiture a beaucoup joué? Je pense pas que ça ait beaucoup joué, puisque c'est un élément. Ça a dû être un avantage, forcément. Forcément, et je pense que la Ligier et la Tatus ont quelques différences. La Ligier est beaucoup plus sous-vireuse que la Tatus. Mais sur un circuit aussi particulier que Macao, il y a tellement d'autres moments où tu peux faire la différence. Et d'ailleurs, on l'a vu en essai libre, en F4, je crois que c'était Nakamura Berta qui mettait 1 seconde à tout le monde. Donc, je crois pas que ça a dû aider, notamment pour être parfaitement en confiance avec la voiture et être moins surpris du comportement de la voiture, notamment en course, sur le long terme. Je pense que ça a dû un petit peu aider, mais voilà, ça fait pas toute la différence. Et à Macao, faut savoir faire la différence, faut savoir éviter les incidents, faut savoir tout ça, quoi.
Ouais, Rivera, deuxième partie de saison en Eurocup, c'est compliqué. Donc 40 qui finit sixième avec un nouveau podium, son quatrième de la saison en Eurocup 3, son cinquième de l'année en tout au global, vu qu'il avait fait la saison hivernale aussi. Andrés Cardenas est septième devant Van Vanishkoul, et Gozzi qui n'a pas fait la finale est 9 devant Gladish Fittipaldi, et 11 devant Abkazava, Berry, Macedo, Belov, Steven Edens qui a remarqué des points pour son retour. Grosse performance du pilote belge. euh, voilà, qui évolue toujours à temps partiel, mais qui a été très très bon, encore une fois, avec sa petite équipe GRS. Darian Hanni est 17 devant Oscar Wurz, Kota Barashi, qui sont les 20 pilotes à avoir marqué des points. On a cru que notre Français Luciano Morano marquerait des points. Au final, il a reçu une pénalité après la course 1 et est tombé au 14e rang, donc dommage pour le pilote français. Euh, Voilà, enfin après il y a d'autres pilotes qui se sont distingués, je pense à Daniel Maccia qui avait pas roulé depuis plusieurs années, qui est un pilote très expérimenté, mais très expérimenté de la F4, qui est assez âgé, qui a plus de 20 ans, qui a fait une 7ème place dès ses débuts. Maximilian Popov qui a aussi fait un top 10. Donc voilà, il y a quelques pilotes qui étaient invités sur cette dernière et qui se sont pas mal distingués. Côté français, voilà, nouveau podium, meilleur pilote Red Bull du week-end, en qualif, en course face à Rivera et Van Vanishkoul. Vraiment un bon week-end de Jules Caranta. Il est, il est terminé finalement sixième au général, sur le podium final des rookies, derrière Colnaghi, derrière Ernesto Rivera, mais devant Maciej Gladish, qui par exemple lui monte en F3, et qui était champion hivernal cet hiver. Pourquoi il est aussi loin Gladish, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est perdu dans la confiance, dans les réglages, dans... Je ne sais pas, parce que sa saison partait super bien, et au final, il a complètement disparu au fil de l'année. Euh, donc, euh, donc voilà, parfois il y a des choses qui ne s'expliquent pas toujours en formule de promotion, on va dire. J'ai pas, je ne sais pas si mes confrères polonais ont plus d'informations sur pourquoi Gladish a fini aussi loin, alors que c'est un très bon pilote. Et je pense qu'avec ART en F3, on aura l'occasion de le voir se distinguer de temps en temps l'an prochain. Pour en revenir à Jules, donc voilà, pas de victoire. C'est un petit peu le point noir quand même de la saison. C'est un petit peu anormal hein, vu qu'il est sixième et que tous les membres du top 10, sauf 40 du coup, ont au moins une victoire. Et forcément, sixième, quand on a démarré l'année, quand Jules Caranta se battait avec Nicolas Tsolov, on espérait beaucoup plus qu'une sixième place. Il n'en reste que la dynamique, elle est très positive. Il a fini très fort, c'était le meilleur pilote Red Bull sur la fin. Donc voilà, cette saison est plus qu'honorable. On a vu de très très bonnes choses. Et voilà, on l'a vu monter en gamme. Et voilà, maintenant, de quoi son avenir sera fait, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, je pense plutôt à un redoublement en Eurocup 3. Avec quelle équipe, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça restera forcément avec Campos. Euh, voilà. Donc Kolnagi a dit qu'il était toujours bon en essai, et puis en qualif il se retrouvait fin de top 10. Peut-être il gère mal la pression ou quelque chose comme ça. Ouais, pour Gladish, ouais, je sais pas. Ouais, peut-être, hein. Peut-être après, je sais pas pourquoi ça marchait aussi bien cet hiver. Il a été champion hivernal devant Kolnagi, hein, Gladish, donc je sais pas. Donc voilà, j'espère des bonnes nouvelles bientôt pour Jules Caranta et voilà. Lafrec peut être une option, on l'a vu rouler avec ART là-bas, mais il n'ira pas chez ART. Euh, voilà, affaire à suivre. En tout cas, il a fini bien. J'aurais bien aimé une victoire. Il l'aurait clairement mérité cette année, vu qu'il fait sixième, mais voilà, ce n'est pas arrivé. Ça reste quand même un très bon week-end et une bonne fin de saison. La F4 espagnole qui a terminé sa saison également, Thomas Strauven était déjà champion et il a eu l'occasion d'accroître son avance avec une énième victoire, on ne les compte même plus, enfin attendez, on va la compter quand même pour le fun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e victoire de la saison, il a gagné la moitié des courses de la saison. Et quand vous voyez le nombre de podiums, ça explique le fait qu'il ait 392 points et 157 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Ehan Eikemans, parce que oui, doublé belge. Euh, Gladish est passé de KCL à MP, un lien peut-être. Normalement, non, c'est la même équipe, hein. C'est comme Campos et Griffin Corp by Campos, c'est la même équipe. C'est juste une question de sponsor, normalement. Ehan Eikemans, deuxième, champion rookie, il l'était déjà, mais surtout il a fini très fort avec une nouvelle victoire. Donc on a deux Belges en tête du championnat, doublé belge, énorme, énorme. Yann Prezirovski est troisième, fin de saison compliqué pour celui qui avait démarré pied au plancher, et puis au final il n'y a plus une seule victoire après la quatrième course. René Lamers,
Dernier week-end cataclysmique avec un seul point, oui, un seul point marqué. Donc au final, lui qui était deuxième au championnat, il termine quatrième. On a ensuite Francot, Juan Cota, Nathan Tai, Noam Montero, le vice-champion rookie, qui termine devant Vivek Kantan, Niklas Schaufler, Schwarz, Petrovic, Elfegali, Costa, Riba, Trapash, Pina, Panetta, Monarca, Fiorentino, Higgins, Chioli et Bastarica et Mikel Blaskos qui sont les 24 pilotes à avoir marqué des points. Petit astérisque pour dire qu'il y avait aussi des pilotes invités ce week-end qui ont fait très forte impression, dont notamment Rocco Coronel, jeune pilote Red Bull qui a marqué son premier podium dès son premier week-end. Lamers, c'est le mec qui a refusé Ferrari. Oui, oui, bah je sais pas si... Oui, oui, oui. Euh, euh, Non mais normalement enfin MP Castiel c'est pas censé c'est juste du branding. C'est comme à l'époque Prema et Iron Dams quand il y avait deux équipes en Freca, c'est la même chose, c'est la même équipe. Maintenant en termes de qualité de matériel, est-ce qu'il avait un matériel un peu moins bon? Je sais pas parce que enfin ça serait très étonnant, je pense pas. Donc voilà, Rocco Coronel a marqué un podium sur la course 2. La course 2 était assez particulière quand même parce que les qualifications ont été annulées en fait. Donc ils ont pris les meilleurs temps des essais libres pour faire la grille de départ de la course 1. Et pour faire la grille de départ de la course 2, ils se sont dit, petit fun fact, on va inventer une nouvelle règle. On va prendre les meilleurs tours de la course 1. Genre le pilote qui signe le meilleur tour en course part en pôle pour la course suivante. Ce qui était déjà une règle qui était appliquée en formule régionale européenne avant la fusion avec Renault. Ce qui est une règle assez amusante, mais qui du coup ça fait que du coup tout le monde est rentré au stand pour chausser des trains de pneus neufs et aller chasser le meilleur tour en course. Donc c'est un petit peu débile. Euh, donc voilà, au final, Rocco Coronel s'est trouvé bien placé et a pu faire son premier podium dès son premier week-end. Des news pour 40 avec la finale d'Eurocup 3 d'ailleurs. Je sais pas si tu en as parlé, je viens de revenir. J'ai pas spécialement de news. Non, j'ai pas spécialement de news concernant Jules Caranta. Voilà, ça a testé en Freca avec ART. Quel sera son avenir? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera en monoplace? Est-ce que ça sera ailleurs? Est-ce que ça sera avec Red Bull? Est-ce que ça sera sans Red Bull? Malheureusement, connaissant Red Bull, je pense plutôt quand même sans Red Bull. Ce serait une excellente surprise que de voir Red Bull continuer. Mais voilà, les connaissances, ça serait étonnant. J'ai pas d'informations concernant l'avenir. J'espère évidemment que Jules en a lui. J'espère que lui, il est plus fixé sur son avenir. Et, euh, et voilà. Mais non, sinon, j'ai pas spécialement plus d'informations et j'espère qu'il pourra trouver une solution. Ou en tout cas, enfin, et j'espère non plus qu'il va pas tout faire pour s'accrocher à être en monoplace. Parce que si c'est pour faire de l'Eurocup 3 et d'aller dans une équipe style, je sais pas, attends, il y aura qui l'an prochain? Je sais pas, GRS par exemple, voilà, je sais même pas s'ils sont là l'an prochain, mais voilà, GRS qui est joué les P12 ou les P8 à tout casser. Non, non, TC Racing, voilà, l'équipe de Thibaut Courtois, tiens, le gardien du Real et de la Belgique. Tu vois, si c'est pour aller avec TC Racing, voilà. Si Jules veut redoubler en monoplace, il faut le faire dans des bonnes conditions. Et, et voilà. Maintenant, ça sera des nouvelles voitures, aussi bien en Freca en Frec qu'en Eurocup 3. Donc, c'est vrai que la hiérarchie peut être distribuée, mais il faut avoir confiance quand même dans les ingénieurs, dans les mécanos, pour être sûr que, voilà, pour mettre le maximum de chances de ton côté. Griffin Core Castiel en Eurocup. Bah logiquement, je sais pas s'il y aura de la place. Non, je pense pas, hein. Je pense qu'il y aura plus et sponsors titres en plus. Euh, je pense qu'il y aura juste les noms MP et Campos comme normal. D'ailleurs, Carchez chez TC Racing, ça dit quoi? Si j'ai bien compris la pseudo-rumeur. Je sais pas à quel point. Alors, il y a Carchez, donc le vainqueur du Grand Prix Explorer, qui a fait un petit post où il a d'ailleurs il a brandi le drapeau à damier lors de la F4 espagnole. Ouais, je sais pas si c'était du teasing plus qu'autre chose. Ça me fait penser un petit peu à Prime qui testait avec G4 Racing à un moment. Au final, il y a jamais rien qui a été fait, mais Carchez, il a 25 ans. Euh, Carchez, il a 25 ans. Tu vas pas en F4 à 25 ans. Enfin, alors oui, le coup de com serait énorme, mais
D'ailleurs, même en F4 italienne, ça serait illégal. Je sais, en F4 italienne, il y a une limite d'âge maximum à 25 ans. Donc, tu vois, F4 espagnol, je sais pas s'ils ont cette règle, mais je serais très surpris quand même. Peut-être ils vont faire des tests, peut-être oui, peut-être des tests, c'est bien les tests, ou peut-être je sais pas un projet ailleurs ou je sais pas, mais ou l'Ultimate Cup, tu vois, l'Ultimate Cup ça serait idéal, tu vois, pour un gars comme Carchez par exemple, mais j'ai pas plus, je sais pas pour Carchez. Voilà, donc podium de Rocco Coronel, jeune pilote Red Bull. Les frères Carras, Philippe Armand et Jean-Paul Carras, de leur nom, 16 ans tous les deux, qui ont fait leur premier top 10 avec G4 Racing. Et bah, franchement, chapeau bas. Chapeau bas. Si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à faire votre contrôle technique chez Autovision, puisque leur papa détient Autovision. Voilà, non, franchement, ils ont fait une bonne performance, alors que leur saison avant ça avait été assez compliquée. Et là, en rythme pur, ils ont été vraiment bons, ils ont été dans le coup, avec G4 Racing qui pourtant est arrivé en cours de saison. Franchement, c'était un très bon week-end et j'espère qu'on pourra voir ça plus souvent de leur part. Euh, voilà, c'est peut-être prometteur en vue de l'an prochain. À suivre, mais c'est assez positif pour les deux frères jumeaux. Et donc voilà, Yannick Ekemans, on en a parlé, vice-champion et surtout le seul rookie à dépasser les 200 points, mais même les 100 points. Voilà, très très grosse saison de Ian Ekemans. Évidemment, j'avais oublié qu'il y avait quelque chose ce week-end. La F1 Academy, ouais, la F1 Academy, bah ouais, c'est vrai, waouh. Oui, dernière manche, finale de la saison de F1 Academy. Dorian Pain a 9 points d'avance sur Maya Veug avant cette finale. J'avais oublié que la F1 Academy existait, mais je me suis trop perdu dans mon live, hein, j'avais complètement oublié ça aussi. Et la Lloyd est troisième et va se battre pour la place de meilleur rookie, notamment face à Alicia Palmowski. Chloé Chambers est quatrième. Chloé Chambers a quand même pour moi vraiment, enfin, au vu de la domination qu'avait Campos sur le début d'année, elle aurait dû jouer le titre. Palmowski est 5 devant Nina Kadman, Alba Urup Larsen est 7 devant Hausmann, Felpermeyer, Bloch, Chong, Ferreira, Nobels, Chiconte, Kosterman, Anagnostiadis, Krohn et Avreda qui sont les 18 pilotes à avoir marqué des points. À Las Vegas, évidemment, donc toutes les équipes partiront de zéro, puisque tout le monde va découvrir le circuit de Las Vegas. Et surtout le circuit de Las Vegas, circuit urbain, circuit très atypique, circuit avec des températures froides, ça peut être juste n'importe quoi. Donc voilà, ça va être un petit peu de chaos. Ça va être du chaos. La F1 Academy, ça m'embête un peu car j'ai la flemme de me lever pour ça. On rappelle les horaires. De toute façon, je vais vous le dire à la fin. Je vais vous redire les horaires à la fin. J'ai toujours la petite diapo dédiée. La course 1 est à 3h15 du matin. La course 2 est à 1h20 du matin. Donc j'ai la flemme de me lever pour ça, mais en même temps, flemme de voir un plan sur Vogue dans les stands pendant le Grand Prix avec écrit F1 Academy Champion. C'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça. Mais moi, je sais même pas si je vais me lever pour le Grand Prix de F1, très honnêtement. Je pense que ça dépendra beaucoup de la qualification, de s'il y a des choses vraiment, vraiment sympas. Mais 5h du mat, je me suis levé à 2h30 pour Macao, mais pas pour la F1 Academy. Ouais, pas. Non, non, non. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour faire un live de la F1 Academy à cette heure-là. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc voilà, je pense de toute façon Las Vegas, ça va être très difficile de prédire quoi que ce soit, tellement ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est un circuit un petit peu unique en son genre. Voilà, je continue l'allégorie évidemment du casino. Tout sur le 28 noir de Dorian Pain ou le 64 rouge de Maya Veug. Vous m'avez compris, évidemment, le noir, rouge, enfin les couleurs, ça peut pas être la même si c'est des chiffres pairs. Enfin, chiffre pair c'est la même couleur, chiffre impair c'est l'autre couleur. Donc voilà, vous avez compris, 28 noir, Mercedes, 64 rouge Ferrari, Veug, bon bref, j'étais très fier de moi. Alors même si Maya Veug court derrière le score depuis pas mal de temps, elle domine quand même depuis la moitié de la saison, elle est la plus rapide, MP Motorsport a vraiment trouvé un truc. Euh, Par contre, jamais durant l'année, on s'est dit Dorian Pain et Prema d'ailleurs étaient les plus rapides. D'ailleurs, Dorian Pain n'a aucune pole position cette année, c'est quand même assez dingue, même si elle a 3 victoires. Euh,
Merci pour les félicitations pour le jeu de mots, ça m'a. J'étais trop fier de mon idée. J'étais trop fier de mon idée et en même temps je me suis dit purée, bah, il y en a, les deux sont pairs quoi. Sans Montréal, Veug est déjà titré presque. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de problèmes mécaniques sur ce week-end à 3 courses. Mais, mais surtout, j'ai l'impression vraiment que Prema est beaucoup plus dans le dur, alors que l'an dernier, c'était beaucoup plus simple. Enfin, c'était plus simple en tout cas. Et là, j'ai l'impression que la première moitié de saison, c'était Campos, Chambers, Palmovski, etc. Et la deuxième moitié de saison, c'était Maya Veug et MP. À aucun moment, Dorian Payne n'a été en mesure de dominer, mais ça a été la plus régulière toute l'année. Est-ce que ça suffira? J'espère surtout aussi que voilà, on repensera pas trop à Singapour, puisque on se rappelle de ce dernier tour où Maya Aveugle la double sur une piste mouillée en pneu sec, alors que Maya Aveugle avait fait une feinte d'entrer dans la voie des stands où elle avait coupé la ligne blanche et s'en était sortie sans aucune pénalité. Voilà. Voilà, ça, forcément, enfin, j'espère qu'on n'y pensera pas trop et que Dorian Payne n'y pensera pas trop. D'ailleurs, au passage, pourquoi il n'y a pas eu plus de réclamations de la part de Prema, de la part de, je sais pas, Mercedes, de la part. Pourquoi ça a été accepté aussi facilement? Bref. Quoi qu'il en soit, avec 9 points d'écart au début de ce week-end, le titre sera joué dimanche, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, même si Dorian Payne atomise tout le monde le samedi, il faudra forcément terminer le travail dimanche. Voilà. Donc, la championne de F1 Academy ne sera pas connue avant 2 heures du matin. Euh, un petit point karting, on se rapproche de la fin du live. On a failli avoir, vraiment dimanche dernier, on a failli avoir un triplé français de champion du monde. Ça s'est pas joué à grand chose, mais voilà, finalement Oscar Goucho, pilote français dont je vous compte les exploits depuis pas mal de temps maintenant, termine vice-champion du monde de la Coupe du Monde de kart Arrive and Drive, donc un format assez particulier, assez simplifié, où les pilotes arrivent les mains dans les poches, on va dire, et ils ont tout le matériel qui est sur place, on va dire. Qualifié seulement 25e, il a fait une très très grosse remontée lors des manches qualificatives et au final, bah voilà, il était dans la bataille pour la victoire. Il a longtemps mené, il menait à mi-course et voilà, alors que ça s'échangeait les positions pour la tête, il y a eu une averse et il y a eu un drapeau rouge et il y a eu un arrêt de la course et la course n'a jamais repris. Donc malheureusement à ce moment-là, Oscar était deuxième. Dommage, dommage. Donc voilà, vice-champion du monde, ça reste quand même un très très gros week-end de sa part. Week-end positif, vu qu'en étant dans le top 3, il participera à un shootout, à une compétition organisée par la FIA en décembre pour avoir un soutien accru de la part de la FIA pour monter en Formule 4 l'an prochain, on l'espère en F4 France évidemment. On avait aussi deux Français qui étaient engagés dans la catégorie junior avec Saad Deren et Léonie R qui étaient engagés. Les deux ont été finalistes. Il y avait 28 finalistes sur plus d'une cinquantaine de participants. Ils ont été finalistes. Malheureusement, la finale n'est pas allée dans leur sens. Léonie R a fini 22e. Saad Deren a abandonné. Même si on peut noter que Saad Deren a eu le meilleur tour du week-end. C'est aussi la dernière de l'année pour la WSK. Pour ceux, voilà, un petit peu généraliser le karting. Globalement, il y a les championnats de la FIA. Il y a les championnats de la FIA qui sont la référence, championnat d'Europe, championnat du monde. Et juste en dessous de ça, en termes de prestige, en termes de niveau, c'est les WSK. Les WSK, c'est fait par un promoteur italien, par WSK Promotion, comme son nom l'indique, qui organise une série de championnats en début d'année, en cours d'année, en fin d'année. Et donc là, c'est en fin d'année. Ouais, le sujet Luna Flusha, on l'a évoqué en tout début de live, mais il y a la rediffusion qui arrivera dans la soirée, t'en fais pas. Luna Flusha qui fera ses débuts en F4 espagnol. Attends, oui, en F4 espagnol chez Campos avec le soutien de Mercedes. Dernière compétition, voilà, en Europe de l'année, la dernière de la WSK Final Cup. Évidemment, pas mal de Français à suivre. C'est leur dernière course de la saison avant d'aller se préparer pour 2026. Lucas Sell, notre Français de 13 ans qui continue de grandir et d'apprendre en catégorie Oka chez les grands, après son excellent premier week-end où il avait fait quatrième, ce qui était excellent. Ce qui était excellent. On rappelle, Lucas Sell vient d'être annoncé. Pardon, je me suis perdu dans ma phrase. Cette semaine, Lucas Sell a rejoint le management The Grid, c'est-à-dire l'agence de management de Gasly, de Giusti, d'Isaka Jar, d'Enzo Dellini et de plein d'autres pilotes.
Donc un soutien très très positif pour la suite de sa carrière. Donc Lucas Sell, voilà, l'un des meilleurs pilotes français de sa génération, l'un des meilleurs pilotes de sa génération tout simplement, vu qu'il a été cinquième du championnat d'Europe cette année au Oka Junior. Maintenant il passe avec succès pour le moment en Oka chez les grands. Il y a aussi Matteo Rivals qui a déjà fait un top 10 il y a 2 semaines et qui là va faire son deuxième week-end. Et on a aussi Thomas Pradier, lui qui va attaquer sa deuxième saison l'an prochain. Et on a aussi dans les plus, il y a tout plein de catégories, il y a la catégorie Oka chez les grands et d'autres catégories, des catégories plus jeunes, notamment les mini, avec les 10-12 ans, où on a un Français en lutte pour le titre et qui s'est imposé lors du week-end précédent, Stan Ratajski. Vous avez tous les horaires pour ce week-end F1 Academy, enfin F1, F1 Academy et WSK, pas de live prévu ce week-end au vu des horaires complètement dingues. Voilà, pour la F1 Academy, bon courage à ceux qui vont se lever. Voilà, vous avez quand même les qualifications de F1 Academy à un horaire à peu près acceptable à 6h30 du matin. Et puis ensuite, voilà, le samedi, c'est impossible. Enfin, 3h15, hein, vraiment au cœur de la nuit, quoi. Et 1h20. Écoutez, si vous voulez faire une grosse soirée le samedi soir, pourquoi pas, ça se fait. Et puis, mais par contre, il faudra assumer puisque le Grand Prix de F1 est à 5h du matin, juste après. Bon, eh bien écoutez, je pense que sur ce, on va pouvoir, on a réussi à tout regrouper. Euh, j'ai fait la preview plus rapidement aussi parce que le Girls on Track actuellement, il y a un truc à la clé. Bah, c'est bizarre parce que l'an dernier, tout le monde disait que c'était la dernière année du FIA Girls on Track, donc je comprends pas, donc je sais pas. Mais je crois pas que ce soit en lien avec la Scuderia Ferrari, plus maintenant en tout cas, mais je pense que ça doit être un soutien de la FIA, un truc comme ça quoi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, là, va falloir se coucher tard et se lever tôt, quoi. Pour tout regarder, ça va être un petit peu compliqué. Euh, donc voilà, voilà. J'ai évidemment, je sais pas si on continuera à faire des lives toutes les semaines, même s'il y a la F2 juste après qui va venir, mais voilà, en termes de preview, de débrief, là, on avait évidemment le Grand Prix de Macao à débriefer. Mais je sais pas, est-ce qu'on va débriefer la F1 Academy, faire tout un live de débrief? Je pense que ça dépendra beaucoup de l'actualité de la semaine, en fait, surtout. Euh, mais voilà, pour moi, très honnêtement, je trouve que la saison 2025, elle est globalement terminée. Voilà, la saison, en plus, elle s'est terminée de quelle fort belle manière, avec Macao. Il n'y a plus l'Eurocup 3, et ça roule plus en Europe. Quel F2 la saison finie après Macao? Bah ouais, non mais enfin vraiment, je suis dans ce même état-là. Après, on rappelle quand même, comme micro-enjeu qu'on peut trouver côté F2, on n'a toujours pas de victoire française en F2, F3. Ça serait la première fois depuis 2004. Mais par ailleurs, en 2004, c'était aussi la dernière année où on avait gagné Macao. Donc c'est peut-être il faut faire un choix, hein. Peut-être il faut faire un choix et ce choix a été fait. C'est ou soit tu gagnes des courses en F2 ou en F3, ou soit tu gagnes à Macao. Bah cette année on gagne à Macao, écoute, hein, en tout cas, voilà, on devrait avoir Victor Martins pour ses 2 derniers week-ends en F2 et voilà, peut-être une victoire sur le fil, mais j'avoue que ça n'en prend pas le chemin, à moins d'un réveil de la part d'ART. Euh, le plus terrible, c'est que dans les reviews F2, on ne pourra pas passer à l'Africa directement à la place. Bah non, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, puisque même en karting, du coup, là, vraiment, je vous dis, alors à la rigueur, il y a une compétition à Bahreïn, enfin le Rotax World Finals, mais la catégorie Rotax avec quelques pilotes français qui seront engagés, ça sera plutôt le week-end de la Saint-Nicolas, c'est genre le 6 décembre, quelque chose comme ça. Pourquoi pas à la rigueur, mais enfin voilà, on va pas pouvoir faire tout un live là-dessus, tu vois, ça va être compliqué. Donc je pense que ça dépendra de l'actualité des tests, surtout des tests. J'attends beaucoup des prochaines semaines des tests, des prochaines semaines de tests. Euh, on aura aussi peut-être des annonces de pilotes concernant la Formule régionale Moyen-Orient, notamment, qui sera le premier championnat à utiliser les nouvelles FREC, enfin les nouvelles formules régionales nouvelle génération. Et voilà, des tests en Eurocup 3, est-ce qu'on pourrait y voir un Jules Roussel, est-ce qu'on pourrait y voir voilà, tant de pilotes français, peut-être Jules Caranta aussi, du Raphaël Perard, etc. La F4, alors on appelle plus ça F4 UAE Trophy, puisque ça c'est le nom de c'est le nom du vrai championnat hivernal.
Maintenant, ça s'appelle Formula Trophy, ce qui est un nom éclaté au sol, on est tous d'accord là-dessus, qui est une sorte de mini championnat qui ne sert à rien en fin d'année et qui se déroule aux Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, il n'y a que quoi, 3-4 pilotes annoncés, et du coup, ça ne commence pas ce week-end, mais le week-end d'après. Si jamais il y a des Français, peut-être qu'on va en parler, tu vois, ou si jamais il y a vraiment des talents comme en F4 saoudienne, où tu vois, il y a des noms qu'on suit, genre Ramakers et Betty, peut-être qu'on en parlera. Et pour le moment, je pense, ça en prend pas le chemin. On peut toujours avoir des bonnes surprises, mais voilà, c'est vrai qu'il y a encore toujours, il y a toujours des trucs en sport auto, en karting, etc. Il y a toujours des choses qui se passent. Même quand on pense qu'il n'y a rien, il y a toujours des choses qui se passent, mais là quand même, depuis la fin de Macao, de moins en moins quand même. Il y a le retour d'Axel Grand Prix. Et ben écoute, raison de plus pour ne pas regarder. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Ça fait toujours autant plaisir de parler avec vous et d'échanger sur l'actualité des formules de promotion, surtout quand l'actualité c'est un champion du monde de formule régionale français et un champion du monde de F4 français. C'est plutôt une actualité assez chouette. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On se retrouve sur Twitter, sur Twitch, sur Twitter, sur Insta. Je l'ai dit 2 fois Twitter. Sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. La rediffusion arrive dans la soirée. Passez à tous une excellente soirée. Faites bien des réserves de dodo si vous voulez bien être en forme pour ce week-end pour la F1 Academy et la F1. Je vous laisse. Excellent week-end de course à tous. Bye bye.